Alors, merci d'être au rendez-vous, les filles si nombreuses. Donc, beaucoup, beaucoup d'amis là sur notre Zoom aujourd'hui. Et les filles qui sont sur Facebook, ben là, je vais vous suivre aussi dans les commentaires. J'ai mon écran de cellulaire juste à côté de moi. Donc, aujourd'hui, c'est une conférence que j'avais très hâte de vous donner. Donc, déjà, hein, Caroline qui est là sur Facebook, ça fait longtemps, oui. Les dîners pas gênés ont été changés par mon podcast, le Canal Vaginal. Donc, je vous rappelle, vous pouvez vous inscrire à mon podcast pour rien manquer. Puis c'est avec le Canal Vaginal maintenant que je transmets l'information parce que c'est beaucoup plus facile, là. Oui, Geneviève, ton test fonctionne. C'est beaucoup plus facile de retrouver de l'information grâce à un podcast versus essayer de retrouver ça sur Instagram ou de retrouver l'information sur Facebook. Donc, c'est beaucoup plus commode d'aller sur le podcast directement puis regarder qu'est-ce qui t'intéresse et tu l'écoutes en faisant ta marche du matin pour le caca de ton chien. Donc, voilà. Donc, super contente d'être ici, là. Ça faisait longtemps, puis c'est Catherine hein, qui a choisi la version dîner pas gêné. Moi, quand j'ai une conférencière qui accepte de venir dans ma communauté, je lui donne toujours deux choix. Soit une conférence très fermée avec seulement mes clientes ou de transmettre at large sur les dîners pas gênés là, son contenu. Et Catherine a choisi la version je veux en parler au plus de monde possible parce que les douleurs chroniques, c'est quelque chose qui te touche beaucoup. Mais pour commencer, allô Catherine. Salut! Salut! Merci d'être là aujourd'hui avec nous. C'est trop cool. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Écoute, je ne sais pas si tu as envie de nous partager un peu qu'est-ce qui t'amène à nous, qu'est-ce qui fait que tu es conférencière présentement, là? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais nous partager par rapport à ça? Ben oui, écoute, moi, je vais commencer par me présenter, hein. Je m'appelle Catherine, puis sur les réseaux sociaux, on me connaît comme la physio qui t'écoute. Pourquoi je fais une conférence aujourd'hui? Parce que, ben dans le fond, je dirais que je suis passionnée par la science de la douleur, par la santé pelvienne, puis par la vulgarisation scientifique. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, que les gens soient capables de comprendre leur corps, comprendre leur santé, puis développer de l'autonomie. C'est vraiment quelque chose qui est primordial là, dans ma pratique. Fait que ça a toujours fait partie de ce que j'avais envie de faire, faire des conférences. Fait que là, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour faire ce premier pas avec toi. Mais on est vraiment chanceuse de t'avoir parce que tu as un gros vécu, toi, de douleurs chroniques. Donc, tu as expérimenté beaucoup, beaucoup de douleurs chroniques dans ton propre corps, ce qui fait que l'approche que tu as aujourd'hui, je sais que tu as Exact. prévu nous en parler un peu là, au cours de ta conférence, mais est-ce que tu voudrais nous dire là, des petites choses que tu as vécues ou en gros, qu'est-ce que tu as vécu pour que les gens sachent là, un peu à quel point tu les comprends? Ouais, ben en version résumée, je dirais que ça fait à peu près 15 ans là, que je vis avec la douleur pelvienne. Donc, c'est sûr qu'après 15 ans, c'est certain que c'est de la douleur chronique. On parle de douleur chronique d'habitude après environ 3 6 mois. Donc, là, ça fait 15 ans que je vis avec ça. Je vais tout vous expliquer tantôt de comment ça a commencé, mais ça a commencé dans mon adolescence là, suite à des fractures au coccyx. Puis, en plus de ça, l'année dernière, j'ai eu aussi un accident de voiture quand même assez majeur. Puis ça a ajouté là, toutes sortes de blessures puis de nouveaux patrons de douleur là, dans mon corps. Donc, j'ai dû réapprendre là, à connaître mon corps puis à en prendre soin. Donc, ça a vraiment eu un gros impact là, sur ma pratique. Fait que c'est sûr que j'aurais préféré pas avoir à vivre ces expériences de douleur-là, mais en même temps, c'est sûr que je serais pas la physio que je suis aujourd'hui là, sans tout ce vécu-là. Là. Oui, je le dis souvent, tu sais, effectivement, moi, j'ai traité beaucoup de gens avant d'avoir certains vécus dans mon corps. Puis depuis que j'ai eu ces vécus-là, bon, ben, on dirait que je comprends mieux les étapes, puis je suis peut-être un peu plus empathique aussi au lieu d'être confrontante. Puis c'est un peu ce qu'on souhaite aujourd'hui amener, une certaine forme d'empathie, de la compréhension, de la validation, parce que souvent, quand on a des douleurs chroniques, qui sont peut-être un peu incomprises par notre entourage, puis qu'on n'arrive pas à avoir un test qui dit Hey, tu as telle douleur à cause de ça, ben, les gens vont un peu minimiser ou banaliser, ou on va vivre un petit peu le exclu, se sentir pas à notre place jamais. C'est vraiment lourd, tout ce qui vient entourant les douleurs chroniques. Fait que j'espère aujourd'hui que notre conférence, les filles, va vous aider finalement à sentir que vous n'êtes pas normal. Puis voyez-vous, on avait lancé l'invitation pour que les gens puissent venir nous poser des questions privées
après sur Zoom. Et il y a quand même près d'une vingtaine de filles qui se sont jointes à nous. Donc, vraiment, on voit qu'il y a un besoin par rapport aux douleurs chroniques qui n'est peut-être pas répondu présentement. Donc, j'espère vraiment là, vous outiller. Et là, avant qu'on commence, Catherine, parce que toi, on peut travailler avec toi aussi comme physiothérapeute, puis tu n'as pas de limite, Géo, parce que tu travailles virtuellement aussi. J'aurais aimé ça Exact. grand, tu sais, en des grandes lignes de comment, si quelqu'un t'écoute parler et se dit, OK, moi, ça me prend Catherine pour faire mon processus, qu'est-ce que tu offres comme soins virtuels? Ouais. Ben, en ce moment, j'ai trois services principaux. Tu sais, mon programme d'entrée, c'est vraiment un webinaire gratuit, très simple, qui couvre un peu les mêmes sujets qu'on va voir aujourd'hui, mais avec une portion aussi atelier là, pour aller réfléchir puis mettre en place des stratégies dans le quotidien. Donc, ça, c'est gratuit. Ça dure environ 1 heure, le webinaire. Puis après, ben, le temps qu'on prend pour faire l'atelier, ça dépend de chaque personne. Sinon, ensuite, j'ai une formation autonome qui se fait en ligne sur le massage de cicatrices. Puis ça aussi, c'est à peu près 2 heures de contenu. C'est vraiment très complet comme formation. Là. C'est l'équivalent d'à peu près 3 rendez-vous de physio en termes de progression là, de massage de cicatrices. Fait que ça s'adresse à toutes les personnes qui ont déjà eu une chirurgie au niveau abdominal. Puis finalement, là, mon nouveau programme qui sort là, tout bientôt, qui est un programme là, vraiment de réadaptation en ligne de groupe. Donc, ça va se passer là, sur 10 semaines avec vraiment une évaluation initiale, des suivis personnalisés à chaque semaine, des conseils. On va apprendre à connaître son corps, puis à apprendre des techniques d'auto-soin pour arriver à prendre soin de soi au quotidien, puis maintenir les acquis là, à long terme. Puis on va aller en reparler en détail là, à la fin de la conférence. Je vais tout vous présenter qu'est-ce que ça comprend, là, ce programme-là. Mais ça commence dans 3 semaines, puis les inscriptions, ça ouvre la semaine prochaine. Là, fait que c'est vraiment là, tout bientôt. Ouais, c'est vraiment cool. Moi, c'est la façon que je fonctionne, les cours de groupe, puis j'aime vraiment ça. Je sais pas si j'ai de mes clientes en ce moment qui sont à l'écoute, qui ont envie de dire à quel point c'est trop cool les cours de groupe. Des fois, c'est inquiétant de s'en aller dans un cours de groupe, puis quand on voit que les autres, ben, ils aiment ça, puis que ça les a aidés, ça réconforte. Fait que là, on arrête de parler. À vrai dire, non, on commence à parler du sujet. Es-tu prête? Yes, c'est OK, parti. comment qu'on fait ça? Là, je te laisse aller. Puis là, je vois que j'ai déjà des questions pour toi, sauf que c'est des questions que je vais peut-être t'envoyer un peu plus tard dans le processus parce que, tu sais, c'est vraiment une histoire de cas. Fait que si tu veux, on pourrait commencer la théorie, tu sais, tout ce que tu avais à nous transmettre comme information. Puis à la fin, on pourra faire les histoires de cas, là, donc partager le vécu de la personne et discuter là, autour de ça. Est-ce que ça te va? Parfait. C'est parfait comme plan de match. Ben écoute, je commence par juste un petit partage d'écran. J'ai quelques petits partages d'écran au courant de la conférence pour certains points. Donc, comme tu as dit tantôt, Mélanie, là, moi, je vis avec la douleur pelvienne là, depuis 15 ans. Puis aujourd'hui, ce que j'ai envie de présenter, c'est vraiment mon parcours, autant personnel que professionnel, là, qui m'a amené à créer là, une offre de service pour les personnes qui vivent là, comme moi avec la douleur abdominopelvienne complexe persistante pour les aider vraiment à développer de l'autonomie puis à se réapproprier là, leur santé puis leur bien-être. Fait qu'aujourd'hui, on passe par 3 points principaux dans la conférence. On va commencer par parler de c'est quoi la douleur, parce que c'est important de comprendre c'est quoi de la douleur. C'est plus complexe que ce qu'on pense. Puis quand on comprend qu'est-ce qui se passe dans notre corps, ben, ça aide à comprendre en fait tout le reste des choses que je vais vous présenter dans la conférence. Puis ça aide vraiment là, à mieux vivre avec la douleur. Ensuite, là, je vais aller vous parler de l'approche biopsychosociale aussi, qui est comme l'approche la plus recommandée pour prendre en charge des conditions complexes comme des conditions de douleur chronique. Puis finalement, là, je vous amène à vous parler de mon approche, là, comment j'ai fait pour prendre cette approche-là, l'approche biopsychosociale, puis la mettre comme à ma sauce à moi, en m'inspirant là, de mon vécu personnel, puis de mes expériences, de mes connaissances en tant que physiothérapeute. Puis c'est ça, je vous amène avec comment, selon moi, développer vraiment son autonomie en santé. Fait que voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la conférence. Euh, Fait que, premièrement, là, avant de vraiment me lancer, j'avais envie qu'on connecte un petit peu ensemble. Puis là, avec là, autant si vous êtes là sur Zoom, là, vous pouvez écrire dans le chat. Si vous êtes sur Facebook en ce moment, vous pouvez écrire dans les commentaires sans problème. Puis je sais que ça peut être un peu intimidant peut-être. Fait que si vous n'êtes pas obligé de me mettre des détails, s'il y a juste une des questions que je pose que vous vous dites oui dans votre tête, vous pouvez juste écrire moi ou moi aussi ou ça me parle, peu importe ce que vous mettez dans les commentaires. Je veux juste qu'on voit qu'on est plusieurs à vivre cette expérience-là. Si vous avez envie de me mettre plus de détails, allez-y, puis je vais aller les lire plus à la fin de la conférence.
Fait que premièrement, tu sais, Mélanie on en a parlé un petit peu, hein. Est-ce que, j'imagine là, qu'il y a plusieurs personnes dans la salle ici qui se sont déjà senties peut-être démunies, découragées face à leur douleur, sentir seules, on se sent incompris, incomprise par nos proches, par les professionnels de la santé, on se sent un peu mis de côté, toutes ces choses-là. Si jamais ça t'est déjà arrivé de te sentir de même, n'hésite pas, envoie-nous des petits, fais-moi un petit coucou. Je te jure, t'es pas toute seule à t'être déjà sentie comme ça. Puis, je me demandais, y a-t-il des gens ici que leur est déjà arrivé là, de faire plein de tests médicaux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, là, mettons, pourquoi j'ai mal, puis tout ça, ça sort tout négatif, tu sais. Puis là, des fois, avec ça, en plus, il y a des professionnels de la santé qui vont nous dire des affaires un peu dans le style de ah, c'est juste dans ta tête ou il n'y a pas de raison que tu ailles mal, des choses comme ça. Puis ça aide pas à se faire, tu sais, à se sentir bien, mettons, avec notre douleur, puis ça accentue le processus de douleur chronique parce que, en fait, on va y aller un peu plus tard là, dans les détails, mais la douleur, ça se passe pas juste dans notre corps. Fait que ce que j'ai envie de vous dire, là, toutes les personnes que ça leur rejoint, que vous vous êtes dit, ah, ça, tu sais, ça me parle, tout ça, là, mais c'est pas pour rien que j'ai choisi le nom La physio qui t'écoute, OK? Je vous comprends, je vous crois, OK? Puis votre douleur est vraie puis elle est valide. OK? Parce que la douleur, ben, c'est une expérience qui est subjective. Puis si tu ressens de la douleur, c'est qu'elle existe puis qu'elle est vraie, ta douleur, même si on ne trouve pas de raison logique pour que tu la ressentes, même si tous les tests médicaux sont négatifs. Puis là, ça paraît un peu étrange, qu'est-ce que je dis là, mais je vous jure que c'est vrai. Puis des fois, c'est difficile à comprendre, surtout quand on a aussi des situations où il y a des gens, par exemple, là, tout le monde a déjà entendu parler de ça, un soldat, il est gravement blessé, puis il est capable de soulever son collègue, puis de le transporter, puis il ne s'est même pas rendu compte qu'il était blessé, puis il n'y avait même pas de douleur. Mais comment ça peut être vrai, ces deux situations-là, où on a une situation avec une blessure grave, pas de douleur, puis une autre situation où il n'y a pas de blessure apparente, on n'arrive pas à objectiver la blessure, mais pourtant, il y a de la douleur importante. Puis tout ça, ça se recoupe sous la même expression là, que je disais tantôt, la douleur, c'est une expérience qui est subjective. Et l'intensité de ta douleur, elle ne dépend pas de l'intensité de ta blessure. Puis là, ça, je sais, c'est vraiment confrontant, mais je vous jure que c'est vraiment rassurant une fois qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire, OK? C'est le but de comprendre qu'est-ce que tu essaies de dire aujourd'hui, que c'est pas Exact. dans notre tête, en fait. Tu sais, subjectif, c'est pas parce qu'on se l'invente ou si on avait de la volonté, on pourrait l'enlever de notre tête. Tu sais, c'est pas ça que ça veut dire. On Pas va du tout, venir non. vraiment en détail là, décrire qu'est-ce que ça veut dire ce côté-là, parce qu'il y a plusieurs personnes, effectivement, qui étaient rejointes. Puis moi, ce que j'ai observé autant de mes clients avant, là, je prenais des clients CNESST, donc des blessures de travail, que d'autres clients qui sont en recherche de diagnostic, souvent, pour être cru et compris, il va falloir qu'ils amplifient un peu leurs symptômes ou leurs réactions parce que sinon, ils ne sont pas pris au sérieux. Puis malgré l'intensité qui est démontrée, des fois, ils ne sont pas plus pris au sérieux. Fait qu'il y a vraiment cet enjeu-là, justement, de ne pas être cru, de ne pas être validé, de pas qui vient finalement là, accentuer nos symptômes aussi. Donc, je ne sais pas ça, si tu allais en parler un petit peu, mais ça me donne le goût Oui. de bondir là-dessus, là. Énormément, oui, c'est un facteur qui a un énorme impact. Puis c'est quelque chose que j'allais parler parce que moi, je l'ai vécu, entre autres, puis ça a eu un énorme impact sur mes douleurs. Puis ça, c'est quelque chose que je vais aborder un peu plus loin, là, c'est le volet plus social. On y arrive dans pas si longtemps. Puis pour essayer d'exprimer un peu, tu sais, en fait, je vais vous donner des exemples là, pour vous aider à comprendre pourquoi je dis que c'est subjectif puis que l'intensité de la douleur ne dépend pas de l'intensité de la blessure. Je vous donne mon exemple personnel, donc je vous ai dit tantôt, moi, j'ai de la douleur chronique depuis là, à peu près 15 ans parce que je me suis cassé 2 fois le coccyx dans ma vie, ok, quand j'étais ado. Puis les deux expériences ont été complètement différentes. La première fois, j'ai même pas eu de douleur. Sur le moment, je me suis même pas rendu compte que je venais de me faire mal, que je venais de me casser le coccyx. Je m'en suis rendu compte, je pense, dans les jours qui ont suivi parce que j'avais mal, mais comme je comprenais pas pourquoi, tu sais. Fait que je me suis cassé le coccyx en faisant de la luge cette fois-là. J'étais avec une amie, on avait du fun. Tu sais, j'étais vraiment dans le plaisir. Puis probablement qu'à un moment donné, j'ai pogné une bosse, puis je me suis cogné les fesses sur tu sais, la barre transversale de la luge, mais je me suis pas rendu compte de rien, tu sais.
Pourtant, après, ben, j'ai eu de la douleur pendant des mois, puis ça a été vraiment très, très difficile à vivre, très problématique. Puis la deuxième fois, par opposition, ça s'est passé à peu près 1 an plus tard, ben, au moment où je me suis cassé le coccyx, ça a été là, extrêmement douloureux. Vraiment, là, tellement que j'ai eu de la difficulté à me relever. Fait que cette fois-là, ce qui s'est passé, j'ai glissé sur une plaque de glace dans un escalier, puis je suis tombée sur les fesses. Puis là, ma première pensée, ça a été oh non, pas encore, tu sais. Fait que là, c'était vraiment associé à beaucoup de peur, puis à tous les souvenirs que j'avais de tous les mois de douleur que j'avais eu avant. Fait que c'est ça qui a fait que ça a été très, très différent comme expérience. Pourtant, c'était la même personne, moi, puis c'était la même blessure que j'ai eue les 2 fois, mais c'était complètement différent, les 2 expériences. C'est pour ça que je suis capable d'affirmer là, que la douleur, ben, ça se passe pas juste dans le corps, parce qu'en fait, la douleur, qu'est-ce que c'est? C'est une interprétation que notre cerveau il fait d'une situation en se basant sur 3 catégories d'informations. Fait que oui, il y a les informations qui viennent en provenance du corps, ça, c'est les seules comme évidentes que tout le monde pense. Puis il y a aussi les informations qui viennent de l'esprit puis de l'environnement. Fait que ça, je vous partage un peu mon écran. Ça va être plus facile à comprendre en étant imagé. Fait qu'on a notre cerveau, il analyse les informations du corps, de l'esprit, de l'environnement. Puis, on a toujours ces 3 catégories-là d'informations là, qui sont présentes dans une expérience de douleur, mais ça peut être dans des proportions différentes, dépendamment de la situation, dépendamment de la personne, dépendamment du moment dans sa vie aussi. Fait que là, on peut voir que, tu sais, dépendamment, ça peut toujours être différent, en fait. Fait que c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment subjectif, une expérience de douleur. Puis que des fois, ben, on ne le voit pas, mettons, sur une IRM ou sur une radio, la raison pour laquelle il y a de la douleur, parce que peut-être que le corps, il n'est pas si impliqué que ça dans l'expérience de douleur, ou qui est impliqué, mais pas de la façon qu'on aurait cru à la base. Fait que ça, c'est ici ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Donc, bio pour le corps, psycho pour l'esprit, puis social pour l'environnement. Fait que là, on va aller J'aurais creuser un aimé petit peu tout ça, ça, là, juste ouais. venir faire une petite parenthèse. C'est-tu correct pour toi? Ouais, OK, oui, c'est vas-y. bon, je viens d'apparaître, je ne me voyais pas. Je viens d'apparaître sur les écrans. Dans le fond, il y a aussi des enjeux. Ben, ça fait pas longtemps que la science s'intéresse à la santé des femmes. Donc, côté diagnostic féminin, on est vraiment très loin en arrière là, dans les capacités de diagnostiquer, puis aussi ben, encore plus de traiter, hein, rendu là. Donc, un enjeu aussi à ce niveau-là. Mais il y a aussi le fait que les tests, ce n'est pas toujours les bons qu'on fait pour valider une présence de blessures physiques ou on n'a tout simplement pas les tests appropriés pour diagnostiquer une telle blessure. Comme par exemple, je sais que dans le chat en privé, j'ai reçu une personne qui dit, moi, j'ai eu une naissance avec forceps et j'ai des douleurs tellement grandes encore que quand je prends ma douche, je dois faire attention. Puis pourtant, aux examens, on ne voit rien. Puis elle a consulté, elle a essayé de voir des gens pour l'aider, puis ils n'ont pas réussi finalement à l'aider. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans des examens comme des tissus cicatriciels, par exemple. Puis des Tout à tissus fait, ouais. cicatriciels, on peut les travailler de façon locale, mais on peut aussi les travailler de façon globale, de la tête aux pieds. Puis là, des fois, on a un peu plus d'impact. Là, c'est sûr, cette histoire-là, j'aurais aimé ça qu'on en reparle à la fin, qu'on donne des conseils très appropriés, mais je veux juste vous dire que c'est même si dans un test, on ne le voit pas, ça veut pas dire qu'il n'y a rien, que votre corps, il y a pas de blessure finalement, comme cette cliente-là qui a sûrement des adhérences cicatricielles. Puis ça, j'ai beaucoup lu sur les douleurs suite au forceps là, dans les derniers temps, vu que j'écris un livre sur la grossesse présentement. Et c'est vraiment très minimisé, effectivement. Puis pourtant, c'est très soutenu dans la littérature à quel point les forceps sont blessants à long terme. Et l'effet des fascias, par exemple, sur la guérison, puis un fascia qui peut être blessé là, pendant des forceps, à quel point ça va venir changer la perception de notre corps dans l'espace, notre équilibre, nos réflexes de protection, notre mécanique, le soutien de nos organes, de notre squelette. Fait que, ça vient faire quelque chose d'immense. Mais tu vas faire une résonance, elle va être négative. Tu vas faire un rayon X, elle va être négative. Tu vas faire un scan, elle va être négatif. Tu vas faire des EMG, ça va être négatif. Mais tu es blessé en tas pour de vrai. Fait que oui, des fois, physiquement, on ne verra pas avec l'imagerie des blessures,
mais il y en a une qui est là, qui est réelle. C'est juste qu'on n'a pas assez évolué scientifiquement pour pouvoir l'évaluer objectivement. On va plutôt la sentir, les thérapeutes manuels, avec nos mains, par exemple. Fait que ça, je voulais en parler, vu que j'avais déjà, moi, en tête cette cliente-là qui partageait sa Ouais. douleur de cicatrice, qu'on ne verra pas dans aucun test sa cicatrice, tu sais. Fait que Non, hey, voilà, bon je te point. laisse continuer. Bon point, tu sais, c'est ça aussi quand, quand je disais, tu sais, c'est des fois le corps n'est pas autant impliqué ou pas impliqué de la façon qu'on aurait cru dans l'expérience de douleur, ben c'est ça, tu sais, il y a peut-être d'autres choses qu'on n'est pas capable de voir qui est impliqué. Fait que oui, c'est sûr que les tests médicaux, c'est pas ça n'a pas réponse à tout le temps, puis que c'est pas parce que tes tests sont négatifs que tout d'un coup, ben on arrête de, tu sais, on arrête de te croire, là, ta douleur, si elle est là, puis elle est valide, là. Tout à fait. Fait que là, on va aller creuser un peu là, le modèle biopsychosocial, chacune des catégories. Là. Fait que la première catégorie, les facteurs biologiques, les facteurs que moi j'appelle en provenance du corps, ça, c'est tout ce qui est là, les sensations que notre corps envoie à notre cerveau via nos terminaisons nerveuses. OK? Fait que on a des terminaisons nerveuses partout dans notre corps qui envoient tout le temps des informations à notre cerveau, qui lui ensuite va les interpréter. Fait qu'ici, on n'est pas du tout encore dans de la douleur parce qu'il n'y a pas eu encore d'analyse par le cerveau. Fait que, tu sais, ces sensations-là, ça peut être de la chaleur, de l'écrasement, de l'étirement, peu importe, là, c'est vraiment juste des sensations. Si je fais un parallèle là, avec mon anecdote que j'ai parlé tantôt, les fractures du coccyx, ben, moi, ce volet-là, là, biologique en provenance du corps, c'était quand même assez similaire dans les deux situations. Là, au moment de l'impact, probablement que les terminaisons nerveuses autour de mon coccyx ont envoyé des signaux là, assez similaires à mon cerveau. Mais comme on vient de le voir, probablement que la deuxième fois, ben, je devais avoir du tissu cicatriciel, je devais avoir des adhérences, ce genre de choses. Donc, peut-être que les informations étaient un peu plus amplifiées par rapport à la première fois, mais ça devait être quand même assez similaire, là, les signaux qui étaient envoyés. Parce que moi, dans ma situation, c'était surtout les volets psycho et sociaux là, qui ont été majeurs pour faire une différence entre mes deux expériences de douleur. Fait que là, facteur psychologique, toutes les informations qui viennent de l'esprit, ça, c'est là que souvent les gens, ils vont entendre ou ils vont sous-entendre là, de c'est juste dans ta tête, puis ça, c'est vraiment pas vrai. OK? C'est pas juste dans ta tête, mais c'est facile de mal l'interpréter ou de mal l'exprimer pour que ça soit ça qu'on entende. Mais le volet psychologique, c'est vraiment tout ce qui est les pensées, les croyances, les connaissances, puis les émotions par rapport à la douleur de façon générale, mais aussi par rapport à la situation précise que tu es en train de vivre maintenant. Fait que, tu sais, les pensées, croyances, connaissances, ça peut être ben, déjà aujourd'hui d'apprendre un peu plus sur comment ça fonctionne la douleur. Ça fait partie maintenant de vos connaissances par rapport à la douleur qui va peut-être avoir un impact sur vos prochaines expériences de douleur. Puis après ça, les pensées, les croyances, ben, tu sais, tantôt, je vous ai dit, là, moi, la deuxième fois, quand je me suis cassé le coccyx, ma première pensée, ça a été oh non, pas encore. Tu sais, ça c'est une pensée qui est forte, puis qui avait beaucoup d'émotions en lien avec de la peur. Tu sais, tout de suite, là, j'étais comme, mon Dieu, je vais encore repasser par plusieurs mois de douleur. Tu sais, ça l'a vraiment pris le dessus. Versus la première fois, j'étais occupée à avoir du fun. Fait que mon cerveau, là, il a comme complètement mis de côté les sensations d'écrasement qu'il recevait du coccyx. Il a fait que bah, ça, c'est pas important, on gérera plus tard. T'sais. Fait que vraiment, volet psychologique, ça peut être majeur à ce niveau-là. Y avait-il d'autres choses que. Puis, ah oui, après ça, moi, la différence principale qu'il y a eu et qui a été plus positive, ça a été vraiment au niveau là, social, je dirais dans la deuxième fois, là, parce que, tu sais, au niveau psychologique, ma première expérience a été positive, ma deuxième expérience a été très négative, puis au niveau social, ça a été l'inverse. Fait que là, on en avait parlé un petit peu tantôt, Mélanie l'a mentionné. Euh, Au niveau social, c'est vraiment tout ce qui est les informations de l'environnement, puis environnement autant physique que l'environnement social. Fait qu'est-ce que c'est un environnement physique? C'est vraiment tout ce qui est autour de toi. Là, t'es-tu en dedans, dehors, chez des amis, à la maison, au travail, peu importe, là, le contexte-là de qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Versus l'environnement social, c'est tous les gens qui sont là autour de toi en ce moment, mais aussi de façon générale, la société, l'éducation que tu as reçue, le regard des autres, toutes ces choses-là qui peuvent avoir un impact sur ta douleur. Fait que moi, la différence principale, ben, ça a été la première fois, là, quand j'étais allée consulter, la médecin que j'ai vue, elle m'a pas cru. Tu sais. Elle a pas cru, mais j'avais 13 ans à ce moment-là. Puis elle considérait, dans sa tête, là, avant même, elle n'a rien fait comme test, là, parce qu'elle était persuadée que j'étais juste une ado
qui se plaignait pour rien puis qui voulait juste manquer des journées d'école. Fait qu'elle a dit à mon père, ah, c'est rien ça, tu sais, faites juste l'ignorer, ça va passer, tu sais. Fait qu'il n'y a eu aucun test, aucune recommandation, rien. Fait que Ça, moi, j'ai eu de la là, douleur pendant des mois. parlons-en parce que il y a vraiment des gros préjugés, puis c'est des biais Mhm. inconscients, puis les personnes qui nous traitent ou qui nous évaluent veulent pas mal faire, ils veulent bien faire, puis ils font leur métier par amour, mais c'est vraiment présent, puis il faut le nommer, OK? Donc, par exemple, il y a eu, je sais plus les noms, moi je suis tellement pourrie, là, mais tu sais, le gynécologue qui disait c'est le père de la gynécologie. Qui a maltraité 3 femmes noires pendant des années. Justement, ils ont enlevé sa statue là, commémorative de ce monsieur-là parce que finalement, c'est un homme extrêmement violent. Puis lui, sa croyance, c'était que les personnes noires ressentaient moins que les personnes blanches. Donc, il a fait des opérations à froid. Puis on a aussi fait ça aux bébés. Jusqu'à très récemment, on se disait, les bébés ne ressentent pas autant que les adultes, fait qu'on va faire leur opération à froid. Puis de toute façon, ils s'en rappelleront pas. Et il y a aussi la croyance que les femmes se plaignent plus que les hommes, quand dans le fond, c'est tout à fait l'inverse, là. Mais les femmes se plaignent plus, fait qu'on va moins les croire. Puis ça, moi, j'avais vécu dans une période où je cherchais un diagnostic pour ma fille qui a maintenant 8 ans, Mérédith. Souvent, c'est déjà arrivé, tu sais, clairement, j'étais dans la salle, ça faisait plusieurs fois qu'on venait, ça faisait 25 médecins qu'on consultait. Finalement, c'est le 26e qui a trouvé son diagnostic, mais ça faisait 25 médecins qu'on consultait, plusieurs rencontres à l'urgence, puis je persistais, puis ça faisait 2 ans qu'on était à l'urgence constamment, même à un point tel que, il nous disait à bientôt quand on quittait, là. Donc, on était vraiment tout le temps à l'urgence. Et le médecin me dit, bon, qu'est-ce qui vous amène ici? Puis il me regardait pas dans les yeux, puis il notait, puis il disait, ah, c'est juste une gastro, là. Mais mon chum, qui était parti chercher à déjeuner, il est revenu après dans la salle pendant qu'il questionnait. Quand j'avais fini, mon chum est rentré dans la salle, puis là, il dit, ah, OK, qu'est-ce que papa a à en dire de sa fille, lui? Puis là, mon conjoint a dit les mêmes choses que moi. Et le médecin a vraiment dit, ben, si papa le dit, ça doit être vrai. Fait qu'il y a aussi cet enjeu-là qui est culturel, où est-ce qu'on va dire les femmes exagèrent, les mères exagèrent. Puis c'est pas tout le monde, hein, c'est pas tous les médecins, mais c'est quand même présent. Puis moi, je l'ai beaucoup vécu personnellement. Euh, donc, est-ce que c'est moi qui fais en sorte qu'on m'écoute moins ou j'ai de l'air d'exagérer parce que je parle fort, je fais beaucoup de gestes, puis je suis extravertie? Je sais pas. Tu sais, il y a sûrement une composante qui part de moi, mais moi, dans les lectures que j'ai faites historiques sur la représentation de la femme dans la médecine, il y a vraiment aussi cet enjeu-là où on va plus croire un homme. Puis c'est rendu maintenant quand on a un besoin. euh, on va y aller, je vais toujours amener mon conjoint, c'est lui qui va parler parce que ça ne me tente pas d'avoir cet enjeu-là où est-ce que j'ai à me battre pour justifier qu'est-ce que j'ai à dire. Fait que c'est quand même quelque chose qui est présent aussi par rapport aux douleurs chroniques, là. Énormément, ben oui. Puis il y a aussi des biais inconscients envers la douleur aussi, là, tu sais, que les gens, tu sais, si ça fait longtemps que tu es dans la douleur, ben les gens, ils t'étiquettent déjà, puis ben, ils vont pas nécessairement chercher là, à aller plus loin, là. Fait que, tu sais, il y a ces biais-là à toutes sortes de niveaux, là, tu sais, tu l'as nommé les femmes, les personnes noires, les ados, tu sais, il y a comme tout ça, fait que là, ça peut se cumuler, puis c'est ça, c'est pas nécessairement pour mal faire, des fois, c'est juste, on s'en rend même pas compte, puis on a comme, tout de suite, le biais, il est embarqué. Fait que, tu sais, moi, je l'ai vécu, puis ça, tu sais, c'est un des facteurs importants là, qui a fait que ma guérison n'a pas du tout été optimale là, suite à Ben non, ça, parce parce que que tu j'ai rien mentais. fait. C'est ça, C'est ça, tu mentais, t'exagérais. Puis, tu sais, vraiment, il y a 4 critères, il y a 4 choses souvent qui vont arriver quand une femme partage ses douleurs à un médecin, surtout homme, là. Puis ça, c'est dans les études, c'est pas moi qui l'invente. Un, soit que ça va être invalidé, puis t'exagères, puis tu sais. 2, soit que c'est ton cycle menstruel, c'est une grossesse ou ton cycle, c'est tes menstruations qui viennent faire quoi que ce soit. C'est quoi le troisième? Attends, je savais, c'était un médecin qui en parlait sur les réseaux sociaux cette semaine. Fait que soit qu'elle exagère, soit que c'est son cycle menstruel, soit que. OK, ben regarde, je vais te laisser continuer. Je me rappelle, je l'ai enregistré, je me suis dit, ah, c'est ça, il faut que je fasse une publication là-dessus. Puis tu vois, j'ai une des clientes ici qui dit, moi, ma belle-sœur est physio, je l'aime vraiment beaucoup, puis elle m'a déjà dit aussi que je m'écoutais trop par rapport à ces Hmm. deux-là. Fait que là, je te laisse, je vais aller regarder c'est quoi les 4 critères parce que je les ai oubliés, puis quand je les trouve, je vais vous les dire, là. Fait que je te laisse, Catherine, continuer. Je trouve ça vraiment intéressant, cet aspect-là de s'écouter trop. Puis là, encore une fois, je pense que euh,
c'est basé sur quelque chose qui est vrai puis qui est pertinent, mais qui est peut-être pas dit de la façon la plus, mettons, appropriée, parce qu'en fait, quand on porte tout le temps attention à notre douleur, on peut l'accentuer. OK? Mais après ça, est-ce qu'il faut arrêter de l'écouter? Pas du tout. Il faut essayer de trouver un équilibre entre être à l'écoute de sa douleur, mais pas s'empêcher de tout faire. Puis ça, je vais en reparler plus tard, là, mais tu sais, beaucoup, l'importance avec ça, c'est surtout de changer son mindset, en fait, puis au lieu de se focusser sur la douleur puis ce qu'on peut pas faire, c'est de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on veut faire. Puis là, en changeant de mindset, ça a une énorme différence, là. Puis c'est pas du tout d'arrêter de l'écouter, la douleur, mais c'est de pas la laisser prendre le dessus puis être à l'avant-plan de tout. Fait que c'est peut-être ça qu'elle essayait de dire par tu l'écoutes trop, parce que c'est sûr que si on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de porter attention à notre douleur, bien, on dit à notre cerveau de l'accentuer, en fait, parce que comme l'interprétation que le cerveau il fait va être, c'est comme s'il montait le volume, parce que tu lui dis ça c'est important, fait qu'il monte le volume, fait que tu la ressens plus, puis on embarque dans un cercle vicieux aussi. Fait que c'est pour ça que c'est assez complexe aussi là, à prendre en charge des douleurs persistantes. Je l'ai Euh, trouvé. La yes, misogynie vas-y. médicale, es-tu prête? Ouais. Fait que c'est vraiment, ça, c'est reconnu scientifiquement. Fait que c'est soit à la grossesse ou lié au cycle menstruel. C'est psychologique lié à l'anxiété ou un état de dépression. Tu sais, combien de personnes se font donner des médicaments d'anxiété pour des douleurs qui sont misdiagnostiquées, mon Dieu. Mal diagnostiqué? Merci. Fait que là, j'ai dit hormones, anxiété, dépression. Il y a le poids. Ben oui. Moi, c'est souvent mon poids qui est la cause de mes maux. C'est Mais souvent mon poids qui est la cause de mes maux. Et, mon Dieu, elle vient de le dire. Oh mon Dieu, je m'excuse, j'essayais de faire vite, puis là, je suis en train de faire euh, anxiété, poids. Ouais, c'est tous des problèmes de poids. Et le dernier, je m'excuse, gang. Ah, ben c'est ça, je les ai tout dit. Ouais, je les ai tout dit. Exagéré, parce que les femmes se plaignent trop pour rien. Anxiété, dépression, hormones et poids. J'en ai 4. ouais. Voilà, OK, je te laisse continuer. Fait que oui, c'est ça. J'étais rendue dans la différence. C'est ça, la première fois, quand je me suis cassé le coccyx, vraiment, la médecin m'a pas cru. Ça a fait que j'ai pas eu une guérison optimale parce que j'ai rien fait suite à ça. Tu sais, j'ai pas eu de réadaptation, tu sais, j'ai même pas eu des médicaments pour essayer d'aider avec la douleur, rien, tu sais. Versus la deuxième fois, ben là, j'ai vu un médecin qui m'a pris au sérieux puis qui a fait les tests qui étaient appropriés puis qui m'a donné des recommandations qui étaient appropriées aussi. Fait que j'ai quand même pu reprendre là, plus rapidement le contrôle sur mes symptômes. Fait que, tu sais, ça a fait une énorme différence entre la première et la deuxième fois, mais plus dans la récupération après, puis pour pas que ça persiste aussi longtemps. Fait que là, tout ça, ça fait tout ce qu'on vient de parler, les facteurs du corps, les facteurs de l'esprit, les facteurs de l'environnement, c'est ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Fait que là, dans le fond, ce que ça dit, ça, cette approche-là en santé, c'est que si la douleur, mais c'est aussi la santé, ça dépend de ces trois volets-là, de ces trois catégories-là d'informations. Mais pour être capable de prendre en charge n'importe quelle condition de santé, particulièrement les conditions plus complexes comme de la douleur chronique ou de la douleur persistante, bien, il faut adresser ces trois volets-là parce que sinon, c'est comme si on se mettait des œillères puis qu'on laissait de côté une partie du problème. On va être capable de progresser, mais on ne pourra pas régler le problème puis le prendre en charge de façon globale. Donc, ça, c'est vraiment le fondement là, de l'approche qu'on appelle biopsychosociale. Puis, ce que je trouve vraiment merveilleux, moi, avec cette approche-là, c'est que euh, elle sous-entend qu'il n'existe pas une seule solution. Il existe une panoplie de solutions, puis que ça ne veut pas dire, tu sais, si on ne trouve pas la, la façon de gérer ça de façon, tu sais, il n'y a pas de solution miracle. C'est pas parce qu'on ne trouve pas la première raison tout de suite ou parce qu'on ne trouve pas un médicament qui règle le problème tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire parce que, en fait, vu qu'il y a plein de facteurs qui influencent sur ta condition, bien, il y a plein de choses que tu peux faire pour essayer d'améliorer la situation. Puis ça, c'est ce que je trouve vraiment merveilleux. Fait qu'il faut mettre en place vraiment, c'est ça, un ensemble de solutions pour être capable de prendre en charge
des conditions plus complexes comme la douleur persistante. Puis, tu sais, moi, je l'ai expérimenté dans mon corps, puis c'est ça vraiment qui a fait une énorme différence, c'est quand je me suis mis à travailler sur les 3 volets, pas juste mon corps, mais travailler aussi sur mon mindset, sur comment je pensais à ma douleur, puis sur qu'est-ce que je faisais, ce genre de choses. Puis là, moi, comment j'ai fait ça pour, tu sais, créer mon approche? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je me suis inspirée de cette approche-là. Puis, ce que je trouve vraiment important, parce qu'en fait, là, on en parle, le système de santé, il n'est pas nécessairement 100% prêt là, à mettre en place cette approche-là de façon ultra efficace. Puis, aussi, ben, la personne qui passe le plus de temps avec toi-même à tous les jours, puis qui connaît tous les différents facteurs qui influencent ta douleur, c'est toi. T'sais. Fait que la meilleure personne pour être capable de prendre soin de toi puis garder le suivi de toutes les choses qui ont un impact sur ta douleur, c'est toi. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de développer de l'autonomie face à son corps, face à sa santé. Puis ça veut pas dire plus jamais aller consulter des professionnels de la santé, puis genre, t'as plus jamais besoin d'aide, puis tu fais tout par toi-même sans accepter qu'il y ait des gens qui t'accompagnent là-dedans. Pas du tout, parce que développer son autonomie, c'est pas facile, ça prend du temps, mais avec l'aide, avec le soutien, avec l'accompagnement de professionnels de la santé en qui tu as confiance, personnellement, je considère que de développer de l'autonomie, c'est la meilleure façon d'arriver à bien vivre avec la douleur à long terme. Pas juste maintenant, mais pour le reste de ta vie. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaie de mettre de l'avant, moi, dans ma pratique. Puis je me suis vraiment inspirée pour arriver à ce modèle-là de autant mes connaissances, mes expériences en tant que physio, avec les patientes que j'ai vues en clinique, ce genre de choses, puis de vraiment, moi, mes expériences de douleur, qu'est-ce qui me faisait le plus de bien. Puis là, j'ai développé vraiment comme une espèce de modèle en 3 étapes de comment qu'on fait pour développer de l'autonomie parce que c'est pas facile, puis ça peut faire peur aussi, hein, comment qu'on fait ça, développer de l'autonomie. C'est ça qu'on va aller parler ensemble, là. On va aller le détailler vraiment en détail chacune de ces 3 étapes-là. Est-ce Mais que je je peux commence. t'arrêter Oui, rapidement vas-y. avant? Parce que moi, Oui, je vois le vas-y. monde, ils sont 120 à nous écouter sur Facebook. Fait que Hein, je vois, il y a des petits commentaires ici et là. Fait que je vais juste arrêter, je bien m'excuse. sûr. J'ai Catherine ici, que j'aime beaucoup, Catherine, qui dit, tu sais, moi, porter attention à ma douleur ne va pas nécessairement l'accentuer. C'est plutôt l'interprétation derrière ça ou qu'est-ce que tu vas en faire Mhm. finalement qui va faire, est-ce que ça ajoute sur ma fonction ou non. Puis elle parle qu'elle a lu un livre, si vous voulez, vous irez voir son commentaire pour tous les détails, là, mais qui aidait justement à ramener un petit peu centré. Elle parle de méditation. Tu sais, il y a différentes façons de faire pour se ramener. Puis ça, moi, j'ai eu à l'expérimenter aussi. J'ai pas eu le choix de l'expérimenter dans mon propre corps suite à une fasciite plantaire. J'en parle souvent sur les réseaux parce que pour la première fois de ma vie, pas cette semaine, mais l'autre d'avant, j'ai pas eu mal à mon pied en faisant une randonnée. Puis c'était la première fois que ça m'arrivait depuis la naissance de mon garçon il y a 18 mois. Puis j'ai eu à me questionner au début parce qu'effectivement, quand on a des douleurs, on dit, ben, repose-toi ou arrête-toi. Mais c'est pas comme ça qu'on va gérer une chronicité. Puis moi, il a fallu que j'analyse justement un petit peu comment mon corps réagissait à la douleur, puis aussi arrêter de catastrophiser. Puis ça, je ne sais pas si tu vas en parler de la catastrophisation. Pas en détail, mais ouais, vas-y. On va en parler maintenant. Je pense que c'est une bonne idée. C'est le bon moment d'en parler? Ouais, ouais, OK. vas-y. Fait que la catastrophisation, là, on peut la quantifier. Je lis ici mon échelle de catastrophisation. Si vous voulez, je pourrais vous la sortir. Vous me l'écrirez sur Facebook ou dans le chat ici sur Zoom. Les filles qui veulent que je vous sorte l'échelle de catastrophisation, quand que Catherine reparlera, j'irai la chercher puis je vous la poserai la question finalement. On cote sur je ne sais plus combien, là, mais sur 10 chaque étape, puis on voit à la fin à quel point on catastrophise. Puis ça, catastrophiser, dans le fond, c'est à quel point comment qu'on va réagir à notre douleur et à quel point ça prend de la place dans notre psychologique, justement. Puis, ben, c'est un enjeu finalement pour notre guérison. Donc, moi, il a fallu que je comprenne ça. C'est quoi la catastrophisation? Fait que dans le fond, c'est quoi exactement? C'est bon, tout le monde veut que j'aille la chercher. OK. Fait que je vais aller la chercher dans pas long. Fait que c'est à quel point, dans le fond, j'appréhende une douleur. OK? À quel point, quand elle est présente, j'ai peur qu'elle reste. J'ai peur de m'être blessée à nouveau. Puis je suis inquiète, justement, est-ce que ça va partir ou est-ce que je suis repartie sur une mauvaise lancée? Est-ce que je vais souffrir longtemps? Combien de temps ça va durer, puis tout l'espace que ça vient prendre, cette douleur-là, sur soi. Donc, moi, j'étais un petit peu là-dedans au début. Puis là, je me suis dit, OK, tu le sais, mais elle t'arrête pas de lire là-dessus, tu le sais
que c'est du catastrophé, ça va rester ta douleur, puis tu ne retrouveras pas ta fonction. Fait qu'il a fallu justement que je vienne comprendre, premièrement, comment les nerfs changent quand on a de la douleur chronique. Donc, au lieu de voyager dans des sensations, ça va voyager dans des nerfs de douleur. Fait que, tu sais, malgré moi, dans mon corps, j'avais des changements de fait. Donc, le feu, même s'il n'y avait pas de feu, les sensations de mon pied étaient interprétées en feu. Fait qu'il a fallu que je comprenne ça et que j'accepte finalement de sentir une certaine douleur, puis que je prenne confiance en mes moyens de me soulager, de la contrôler, puis j'accepte finalement qu'après une activité qui était problématique, bien, que je sois en douleur quelque temps sans avoir peur que ça reste pour toujours. Puis plus ça l'a été, je me reposais, là. Je veux dire, je n'étais pas guérie, puis parce que je pense plus de je change ma façon de penser, j'ai plus mes douleurs. C'est pas du tout ça qui est arrivé. Mais je me suis mis tranquillement, pas vite, à avoir moins mal longtemps. C'était moins intense. C'est comme si tranquillement le feu s'atténuait, puis je reprenais confiance en mon corps. C'est la confiance en son corps finalement qu'on veut retrouver. Puis jusqu'au jour où j'ai même pas pensé, je suis sortie, puis finalement mon chum m'a dit Hey, tu boites même pas. Je dis Ben oui, toi, je boite même pas. J'ai été très surprise, moi aussi. Fait que catastrophisation. Fait que je vais te laisser continuer. Puis il y a la kinésiophobie aussi, là, où est-ce qu'on a peur de bouger par peur de se blesser. Même pour des mouvements pas blessants comme marcher, tu sais, c'est pas blessant marcher, là. Fait que je vais aller chercher ma chaise pendant que tu continues à présenter tes trucs. Puis, dans le fond, quand tu finis ta diapo, je t'arrêterai pour présenter les critères. Parfait. Hey, c'était parfait en plus que tu te mettes à parler de ça parce que ton exemple il a amené involontairement exactement mes 3 étapes, fait que c'est parfait. Euh, fait que là, je vous remets mon écran. Comment j'ai mis de l'avant là, comment développer son autonomie en 3 étapes. La première étape, c'est de comprendre son corps. Si on comprend notre corps, si on comprend nos symptômes, ben, on est capable après de prendre des décisions de façon plus éclairée. Tu sais, ben justement, comme Mélanie vient de dire, est-ce que je vais faire une grosse randonnée ou est-ce que je fais juste aller prendre une petite marche, tu sais? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est une journée où il faut que je prenne plus de repos, toutes ces choses-là. Le fait de comprendre son corps, de comprendre pourquoi on ressent certaines choses, c'est la première étape si on veut être capable d'en prendre soin. Deuxième étape, juste après, c'est vraiment d'apprendre à ressentir son corps, ressentir ses besoins pour être capable d'en prendre soin au quotidien. Puis finalement, troisième étape, c'est vraiment d'appliquer ces apprentissages-là dans le quotidien pour pouvoir continuer de se sentir bien dans notre corps à long terme. Donc, pas juste maintenant, mais on veut continuer hein, en vieillissant de se sentir bien. Fait que ça, c'est vraiment les 3 étapes, puis qu'on va aller les détailler. Puis je vous refais des parallèles un peu avec ma vie, là, avec tout ça. Mélanie, tu voulais-tu reparler ou je plonge tout de suite? Ben, je l'ai l'échelle, fait que pour une fois, c'est Tu rapide à l'envoies. trouver. Fait que c'est 13 critères. Puis vous pouvez la coter, là, tu sais, on peut jouer le jeu tout le monde, puis vous me direz votre pointage là, finalement sur 130. Hey, là, 13 fois 10, j'ai eu un bug dans mon cerveau, t'imagines-tu? Puis mes enfants se fient sur moi pour les aider en mathématiques. Fait que je vais vous donner la liste et noter les critères là, sur 10 à chaque point. Puis si vous voulez, vous nous partagerez votre résultat. Fait que la première question. 0 étant, ça ne s'applique pas du tout à moi, puis 10, aïe, c'est vraiment intense dans ma vie. Là. Fait que tu viens grader ça là, de 0 à 10. 10, c'est vraiment comme ça prend beaucoup de place. 1. Je m'inquiète tout le temps de savoir si la douleur va enfin s'arrêter. Donc, je m'inquiète tout le temps à savoir si un jour ma douleur va s'arrêter. Donc, tu mets ça sur 10. Je sens que je ne peux pas continuer comme ça. Donc, ça, c'est la deuxième critère. Je sens que je ne peux pas continuer comme ça. Donc, 0, tu ne sens pas ça partout, puis 10, si c'est vraiment présent. Le troisième critère, c'est terrible et je pense que ça ne s'améliorera jamais. Donc, à quel point ça, c'est une phrase que tu ressens dans ta situation. Quatrième, c'est affreux et j'ai l'impression que ça me dépasse. Donc, sur 10, c'est vraiment affreux ce que je vis et j'ai l'impression que ça me dépasse. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. 5, je sens que je ne peux plus le supporter. 6, j'ai peur que la douleur s'aggrave. Est-ce que c'est une pensée qui est présente pour toi? Moi, j'avais ça au début. J'ai peur que la douleur s'aggrave. 7. Je pense à d'autres expériences douloureuses. Donc, on accumule.
les expériences douloureuses qui valident notre état actuel. 8. Je veux que la douleur s'en aille, mais c'est vraiment, ça m'amène une anxiété. Donc, je pense avec anxiété à l'idée que je veux que ma douleur s'en aille. Donc, c'est très présent. 9. Je n'arrive pas à garder ça hors de mon esprit. Donc, vraiment, ça prend beaucoup de place, les symptômes. 10. Je n'arrête pas de penser à combien ça fait mal. Je n'arrête pas de penser à combien ça fait mal. 11. Je n'arrête pas de penser à quel point je veux que la douleur s'arrête. Je n'arrête pas de penser à quel point je veux que la douleur s'arrête. 12. Je ne peux rien faire pour réduire l'intensité de ma douleur. Je ne peux rien faire pour réduire l'intensité de ma douleur. Et 13. Je me demande si quelque chose de grave peut m'arriver. Donc voilà, gang, c'est les 13 critères de catastrophisation. Fait que si vous voulez nous partager vos résultats, là, après, là, on fera le tour tout le monde ensemble. Donc, moi, j'avais coté très fort la première fois que j'avais rempli cette échelle-là. Et maintenant, tu sais, vraiment, là, je pense que j'étais à 0 partout, même si c'est pas parfait. Même si c'est pas parfait, mais c'est un processus, il faut comprendre derrière. Fait que je vais te laisser continuer de nous expliquer le derrière d'une douleur chronique. Je mettais. Yes. Je trouve ça super intéressant que tu nous l'aies lu. Je l'ai fait en même temps pour voir mon score à moi. Mon score à moi en ce moment est quand même assez bas, là. Je dois être autour de comme 20 peut-être, quelque chose comme ça. Mais et aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a 2 mois, je me suis cassé la cheville en tombant dans les escaliers. Puis la journée que j'étais à l'hôpital en attente de pouvoir voir le médecin, là, je l'ai fait, je me suis donné mes scores en pensant à quand j'étais à l'hôpital, puis j'attendais de savoir si ma cheville était cassée ou pas. Puis là, j'ai coté 93 sur 130. Là. J'étais vraiment très haut là, dans la catastrophisation à ce moment-là, dans les pensées de comme, oh mon Dieu, ça encore une autre affaire. Puis tu sais, c'était vraiment très présent. Puis la première semaine, je fais une petite anecdote par rapport à ça. La première semaine, suite à ma fracture de cheville, ma douleur était vraiment forte. Parce qu'en fait, j'avais pas eu une réponse claire à l'hôpital quand j'étais allée consulter tout de suite. Puis finalement, là, une semaine plus tard, je suis retournée consulter. Puis le médecin que j'ai vu la deuxième fois, là, il n'a rien fait d'autre que juste me dire ça va être correct. Tu sais, ben, plus que ça, là, il a répondu à mes questions, puis tout, là, mais tu sais, il ne m'a pas changé ma prescription. Il a pas, tu sais, il m'a donné des recommandations qui étaient plus appropriées. Puis il m'a rassuré que ça allait bien guérir. Puis instantanément, je suis revenue de ce rendez-vous-là, puis j'avais beaucoup moins de douleur. Tu sais. Fait que pour montrer à quel point la peur de la douleur peut augmenter la douleur. Ben, tu sais, ça, moi, je l'ai vécu là, très récemment, là, cet été, suite à ma fracture de cheville. Fait que là, je retourne dans qu'est-ce qu'on est en train de dire. Première étape pour développer son autonomie, comprendre son corps, comprendre qu'est-ce qu'on ressent puis pourquoi on le ressent. Fait que ça, vous êtes déjà tout le monde en train de le faire aujourd'hui en assistant à la conférence. Fait que tu sais, comprendre qu'est-ce que c'est la douleur. Puis après ça, ben, deuxième niveau à ça, d'essayer de comprendre son propre corps à soi, tu sais, comme toi spécifiquement, ton corps, c'est quoi qui a besoin, puis tu sais, c'est quoi qui a besoin, c'est quoi les choses qui vont faire qu'il va devenir plus sensible, ce genre de choses. Mais ça peut se faire par soi-même, mais c'est souvent plus facile quand on est accompagné pour être capable d'avoir un regard un peu plus objectif sur la situation, capable d'avoir un pas de recul. Quand c'est juste nous, avec nous-mêmes, là, c'est facile d'oublier certains aspects. On devient très focus sur le problème, puis des fois, il nous manque des choses. Fait que l'accompagnement est vraiment pertinent à ce niveau-là pour être capable de comprendre ton propre corps à toi. Moi, dans ma vie, là, cet aspect-là de comprendre mon corps, c'est quoi la différence que ça a fait quand j'ai vraiment commencé à faire ça? En fait, il y a plein de choses que je savais hein, sur la douleur. Tu sais, je suis physiothérapeute, là, on s'entend que je le sais comment il fonctionne mon corps, je sais comment ça fonctionne la douleur, mais c'était comme juste, c'était abstrait tout ça dans ma tête. Puis j'étais là, ah, ouais, ouais, c'est pour les autres, ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, non, c'est correct, là, je vais commencer à vraiment porter attention à ces aspects-là, comme par exemple la catastrophisation, j'ai tendance à aller là-dedans, puis là, des fois, ben, je le sais que c'est pas aidant, fait que là, je me ramène. Mais qu'est-ce que ça a fait, ça? Moi, à un moment donné, je me suis juste rappelé que ben, mon corps, il n'est pas fragile, puis il n'est pas brisé, t'sais. Il est capable d'en prendre, il est capable de s'adapter aux choses que j'ai envie de faire,
mais il faut que je lui donne des conditions favorables, puis il faut que je respecte son rythme. Puis ça, c'est des fois un défi hein, avec la douleur chronique parce qu'il faut prendre plus notre corps, il a besoin de plus de temps souvent pour s'adapter, pour apprendre à respecter son rythme, mais ça se fait. Puis ça, c'est le moment vraiment où j'ai changé mon mindset, là, puis au lieu de me concentrer sur qu'est-ce que je n'étais pas capable de faire, qu'est-ce qui me causait de la douleur, je me suis remis à me concentrer sur ce que j'étais capable de faire, puis ce que j'avais envie de faire. Puis ça a vraiment drastiquement changé ma vie quand j'ai commencé à faire ça. Pas que je ressentais nécessairement moins de douleur, mais je dirais que je la ressentais peut-être moins souvent, moins fort. Puis quand je la ressentais, elle ne prenait pas le dessus. Tu sais, elle était là, mais c'était pas genre Ah, j'ai mal, donc je peux rien faire aujourd'hui. C'était j'ai mal, mais je vais quand même faire mes choses, peut-être en adaptant un petit peu qu'est-ce que je fais ou combien de temps je vais faire l'activité ou si je prends des pauses, ce genre de choses, mais j'étais quand même capable de faire mes activités. Puis j'ai été capable de reprendre des activités qui étaient significatives pour moi, mais que j'étais persuadée que j'allais devoir mettre de côté puis plus jamais refaire. J'étais capable de recommencer à faire des choses quand j'ai changé mon mindset de cette façon-là. Progressivement, évidemment, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça a quand même fait pas mal de bienfaits dans ma vie. Ça, les professionnels de la santé qui nous écoutent aujourd'hui, On ça t'entend me pas fait très fort, hein? Ouais, voilà. Je suis revenue. Allô? J'avais le micro en dessous du menton. Fait que les professionnels de la santé qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que notre façon de questionner aussi a un impact. Puis, tu sais, Mhm. moi, j'ai changé récemment, grâce à mon vécu de douleur que j'ai eu, mon questionnaire. Avant, j'allais plutôt questionner la douleur. Maintenant, je vais questionner la fonction. Fait qu'au lieu de dire, OK, tu as mal, à quelle intensité, tout ça, je vais plutôt demander, OK, mais toi, tu arrives à être debout combien de temps? Parce que souvent, tu sais, au niveau pelvien, les symptômes, c'est positionnel prolongé. Fait que debout longtemps, ça fait mal au dos. Assis longtemps, ça fait mal entre les omoplates. Fait que ça, c'est des symptômes assez communs pelviens. Mais au lieu de dire, OK, je vais demander, OK, mais toi, tu restes combien de temps debout? Fait que là, on va plutôt miser là-dessus. Fait que, OK, toi, tu tiens 5 minutes debout, puis après ça commence à gosser. Tu sais. Puis après combien de temps, là, tu n'as plus le choix de t'asseoir parce que c'est vraiment insupportable? 40 minutes, OK, on part là-dessus. Fait que tu as un 5, un 40, toi. Tu sais, c'est comme notre, notre range. Puis là, on va voir l'évolution en fonction, OK, ben là, tu es rendu, OK, tu le sens plus à 8 minutes. On a gagné, on est en train de s'améliorer, fait qu'on est en train de gagner confiance aussi. Fait que c'est une façon de voir que je ne travaillais pas nécessairement comme ça avant, mais ça vaut la peine si vous êtes des pros de la santé qui nous écoutent aujourd'hui, de venir questionner justement notre façon. Par exemple, si je peux faire une analogie qui va être vraiment bien comprise par tout le monde, la température chez les enfants. Quand tu arrives à l'urgence, ils te disent est à combien la température? Puis quand tu appelles au 811, est à combien la température? Tu sais, la fièvre, combien ton enfant fait de fièvre? Puis maintenant, tu sais, on le sait, ça n'a pas d'impact que tu en fasses un petit peu ou beaucoup de la fièvre. Tu es en train de combattre de quoi? Fait que, tu sais, le chiffre, on s'en fout complètement, mais les parents sont encore super stressés. Puis, tu sais, oui, il y a une limite. À un moment donné, il ne faut pas que tu cuises en temps de toi non plus, là. Mais en temps normal, tu sais, on s'en fout du niveau de fièvre, t'en fais ou t'en fais pas. Mais ça, les gens sont paniqués encore parce que tout le temps se sont fait demander ça. Puis maintenant, c'est en train de changer. Fait que c'est un peu ce que je vous invite à réfléchir, les pros de la santé. Ou si un pro de la santé vous dit, OK, ben parle-moi par exemple justement de tes incapacités, tu sais, ben, dire, ben moi, je suis capable de fonctionner comme ça au lieu d'aller dans moi, je ne suis pas capable de fonctionner de même. Moi, je suis capable de me rendre jusque-là. Fait que déjà, on a un petit pouvoir sur comment on perçoit finalement notre corps, notre compétence en notre corps, notre confiance en notre corps, puis ça a un effet là, sur la suite des choses. Fait que voilà, je voulais partager le thermomètre. Exact. C'est super pertinent, en fait, hein. Puis c'est quand on parlait tantôt de, tu sais, est-ce qu'on porte attention à la douleur ou pas? Bien, ça, c'en est un très bon exemple. Tiens, on est tout le temps en train de questionner sur, tu ressens-tu de la douleur, à quelle intensité, combien de temps, blablabla. On est tout le temps focus sur la douleur au lieu de parler de la fonction. Puis ça, c'est un très bon changement à faire, de s'en aller vers, bien, qu'est-ce que tu es capable de faire, puis pendant combien de temps? Puis ça, inconsciemment, ça a un impact sur la façon dont notre cerveau interprète les informations. Tu sais, quand je vous disais tantôt, c'est lui qui reçoit tous tes signaux, puis il interprète, puis c'est lui qui détermine si tu ressens de la douleur, puis à quelle intensité. Bien, ça a un énorme impact sur comment il va l'interpréter. Est-ce que tu focuses sur les signaux de douleur ou est-ce que tu focuses sur qu'est-ce que tu es capable de faire? Fait que, tu sais, vraiment à changer dans le mindset. S'il y a une chose que vous pouvez faire aujourd'hui, bien ça, c'en est une bonne, tu sais, de changer la façon qu'on s'intéresse à la douleur puis comment on y pense.
c'est magique. Ben, Oui, pas magique, mais c'est important. quasiment. Je sais, là, j'ai mon expérience où est-ce que j'étais allée cueillir des fleurs là, à la ferme à Laval. Je me rappelle plus du nom, mais c'était vraiment génial, là. Toute la journée, j'ai pas senti mon maudit feu de pied. Mais aujourd'hui, je sentais que mon pied était inconfortable. Mais tu sais, je suis pas, aïe, je suis en train de rechuter. Mon pied, je suis pas du tout là-dedans parce que c'est venu par vague, finalement, ma guérison. Mais c'est important de le comprendre parce que si on s'attend à une montée linéaire, puis tout d'un coup, on n'a plus rien. Puis ça, moi, tu sais, au niveau des pertes urinaires, tu fais pipi 4 grammes dans ta journée, puis là, tu es rendu à faire 1 gramme. Tu es encore en train de faire pipi dans tes culottes. Fait que, tu sais, c'est dur de se dire, hey, j'ai amélioré de 75. Qu'est-ce que j'ai évolué de 75 parce qu'on focus sur le fait qu'on a encore des pertes urinaires. Fait que ça, c'est important, je trouve, de changer de focus. Peu importe ton symptôme, là, je viens de faire l'analogie de perte urinaire, parce que, tu sais, moi, même si aujourd'hui, mon pied, je le sentais inconfortable, je ne suis pas en train de me dire, je vais rejeter, je vais revenir en arrière. C'est des vagues là, qu'on vient Oui, les rechutes, Nima, tu en avais besoin. Fait que c'est tout à fait normal. Puis il y a certaines chronicités qui sont là pour rester, comme par exemple, justement, toi, tu as vécu un accident d'auto, tu vas sûrement en parler plus tantôt. Mais des fois, nos muscles vont se transformer en fibrose, là, vont devenir blancs au lieu d'être. Moi, je le vois juteux et rouge, il va devenir blanc puis tout caillouteux, là. Mais cette chronicité-là, dans le fond, comment elle fait partie de nous, puis comment on entretient pour rester fonctionnel. Puis quand on a une rechute, on n'est pas en train de avoir un accident d'auto. On est, Non. non, on est juste dans un besoin particulier de notre corps. Puis selon moi, le secret derrière tout ça, parce qu'il y en a un secret selon moi, c'est d'apprendre à écouter son corps, pas dans un sens de je focus, je suis hyper vigilante, puis c'est plutôt, OK, c'est quoi le besoin de mon corps aujourd'hui dans ces défis? Autant chez les filles qui ont des douleurs chroniques que celles qui n'en expérimentent pas. C'est un outil dans la vie, puis ça, on ne se l'est jamais fait enseigner. Apprendre à soutenir son corps toute la journée. On a juste appris à passer notre soin dentaire, là, mais tout le reste du corps, on ne l'a pas appris. Fait que ça fait partie des choses intéressantes aussi à découvrir là, par rapport à la douleur chronique et à enseigner à nos enfants sans douleur chronique comment prendre soin de leur corps finalement. Là, puis c'est pas en faisant des régimes puis tout ça. Là, c'est vraiment OK, aujourd'hui, OK, j'ai une petite tension ici. Moi, mes enfants viennent me voir et disent Hey maman, je sens mon diaphragme à droite qui est raide. Là. Tu sais, ils sont tellement là-dedans qu'à 4 ans, mon garçon, ben là, il y a 5 ans, il y a une semaine, il est capable de me dire mon diaphragme est raide à droite, là. Tu sais? Fait qu'il y a moyen de sentir son corps et d'être plus conscient. Fait que je voulais dire ça, là, parler de rechute un peu, puis je te laisse continuer. Exact. Eh ben, ça m'amène directement à mon prochain point. C'est parfait parce que mon prochain point, c'était ben, apprendre à ressentir son corps puis ses besoins. C'est vraiment c'est une arme là, très puissante là, pour être capable de prendre soin de soi au quotidien. Puis tu sais, ça, je trouve que c'est souvent un défi là, quand on est dans de la douleur chronique, dans de la douleur persistante, parce que justement, notre système nerveux il est devenu plus hypersensible. Fait que des fois, il nous envoie des signaux comme plus vite. Puis tu sais, c'est dur d'interpréter. Puis on perd souvent confiance en notre corps dans ce temps-là parce qu'on ne sait plus si on doit l'écouter ou pas. Tu sais. Puis là, on en a parlé plusieurs fois là, depuis le début de la conférence. Tu sais. Est-ce que je porte attention ou pas? Tu sais. Puis c'est dur de savoir. Puis là, je vous fais une petite une métaphore parce que ça aide vraiment à comprendre tu sais, qu'est-ce qui se passe avec le système nerveux qui devient hypersensible. Je vous fais une métaphore de détecteur de fumée. OK? Parce que de la douleur, c'est vraiment comme un détecteur de fumée. C'est un signal qui est là pour te protéger, pour t'alerter de quelque chose qui se passe. Fait. Puis là, je vous parle de, moi, dans mon ancien appart, là, j'étais dans un tout petit appart, puis ça avait été vraiment pas intelligent. Le système, le détecteur de fumée avait été installé juste au-dessus de la cuisinière, t'sais. Fait que c'était vraiment pas brillant, là, ça. Mais au début, j'étais bien impressionnée, il sonnait jamais. Parce qu'au jour où j'ai voulu changer les piles, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de piles dedans. Fait que là, pour ça qu'il sonnait pas, tu sais. Puis j'ai compris pourquoi il n'y avait pas de piles dedans, c'est parce qu'une fois que j'en ai mis, il sonnait tout le temps. Tous les jours, il sonnait, tu sais. Puis là, ça, il sonne, il sonne, il sonne. Ça ne veut pas dire qu'il y a du feu, tu sais. Il y a juste de la fumée un peu. Mais c'est pas nécessairement inapproprié, tu sais, qu'il y ait de la fumée. C'est pas nécessairement une situation où il faut sonner, mais il était juste à côté. Ça, c'est ça qui se passe un peu quand on a de la douleur chronique. C'est comme si ton détecteur de fumée était trop proche. Puis dès qu'il y a une petite part de fumée, il se met à sonner, tu sais. Mais la solution d'enlever les piles dans ton détecteur de fumée, mais que tu es dans de la douleur chronique, puis tu es tout le temps là-dedans, puis que c'est tannant, puis que c'est plus capable, c'est vraiment tentant d'essayer de trouver une solution miracle comme ça, que genre, hey, je ne la sentirai plus pendant toute ma douleur. Mais c'est pas une bonne solution. Tu sais, ton détecteur de fumée, tu en as besoin. La journée où l'appart va pogner en feu, tu veux qu'il y ait des batteries dans ton détecteur. Fait que, tu sais, Hey, il y en a je d'autres, des solutions. l'adore, ton analogie.
Je Mm. l'aime vraiment beaucoup. Puis à l'inverse, tu sais, vraiment, j'ai remarqué aussi que les filles qui sont en douleur chronique, souvent leur seuil va être différent pour Mhm. autre chose parce que justement, leur cerveau est tellement habitué d'avoir des messages de douleur tout le temps que quelque chose que quelqu'un qui n'est pas en douleur chronique expérimenterait comme de la douleur, là, ils ne l'expérimenteront pas comme de la douleur, mais toujours ailleurs sur le corps. Tu sais, par exemple, si moi, c'est ma fasciite plantaire, puis elle était vraiment présente. J'avais un feu constant jour et nuit sous mon pied. Là, c'est extrêmement envahissant. Tu venais me pincer le coude, tu sais, tu vas jamais équivaloir à ça. Fait que je le percevais peut-être un petit peu moins aussi là, Exact. ailleurs Ouais. dans mon corps. Puis ta boucane était normale. Puis ça, je trouve que c'est important de le comprendre parce que moi, je traite les symptômes pelviens avec mes cours de Pyrénées. Et, tu sais, il y a des filles qui ont pas mal nulle part, là. Ils ont juste des pertes urinaires. Ils ont pas mal au dos, ils ont pas mal à l'épaule, ils ont pas mal à la mâchoire, ils n'ont pas de fessier plantaire. Ils ont juste des pertes urinaires. Mais quand je leur demande de se connecter à leur corps, ils vont sentir des inconforts. Fait que, tu sais, sentir son corps, c'est normal. C'est normal. Puis même les gens qui n'ont pas de douleur le sentent. Ça va arriver qu'ils vont sentir leur épaule une journée, qu'ils vont sentir leur mâchoire, qu'ils vont sentir leur bas de dos, sans que ce soit problématique. Fait qu'il y a de la boucane normale à avoir. Puis c'est pas toutes les boucanes qui sont anormales. C'est quand il y a un feu que ça l'est. Fait que je trouvais ça intéressant là, de venir parler un petit peu de ça, puis je te laisse continuer. Ouais, puis c'est ça, tu sais, en fait, ton détecteur de fumée, tu veux qu'il sonne quand c'est pertinent, tu sais, puis c'est ça qu'on veut essayer de faire, c'est de le recalibrer quand on a de la douleur chronique pour que les signaux qu'il t'envoie, ils soient pertinents, tu sais. Puis dans le cas d'un détecteur de fumée, tu sais, moi, mon détecteur, je les ai laissés les batteries, tu sais, c'était tendance, ça sonnait souvent, sauf que, ben, quand je cuisinais, j'allumais la hotte ou j'ouvrais la fenêtre ou je partais un ventilateur, puis je m'assurais de nettoyer régulièrement les ronds, tu sais, pour pas qu'il y ait des vieilles miettes dans le fond puis que ça pogne en feu à chaque fois, tu sais, parce que je veux pas que ça sonne tout le temps. Ben, c'est la même chose avec ton corps, tu sais, il y a plein de stratégies que tu peux mettre en place pour essayer que la fumée, ben, on essaie qu'elle soit pertinente, tu sais, puis que les fois que ça sonne, on veut l'écouter, tu sais, parce qu'on veut que ça soit pertinent à ce moment-là. Puis ça, c'est un apprentissage qui est lent, qui est progressif, puis qui est pas facile, puis qui est pas linéaire. Tu sais, on en a parlé tantôt, les rechutes, là, tu sais, une réadaptation, c'est pas linéaire, ça fait comme ça. Puis, tu sais, des fois, tu retombes vraiment en bas, mais ça veut pas dire que tu es revenu à la case départ. C'est un apprentissage aussi. Puis c'est pour ça que c'est vraiment pertinent, je trouve, d'être accompagné là-dedans. Tu sais, moi, je suis physiothérapeute, là, puis comme dans mon suivi post-accident de voiture, et une chance, j'avais des pros de la santé qui étaient là pour m'accompagner, puis me rassurer, puis m'aider à me rappeler de ces choses-là, parce que, tu sais, des moments de rechute, là, j'en ai eu, puis j'en ai eu plusieurs, là, tu sais, puis des fois, tu te mets tu sais, tu paniques là-dedans, ben, j'avais des gens, tu sais, qui étaient là, ben non, écoute, c'est correct, tu sais, c'est pas linéaire. Puis genre, des fois, même si on le sait, on a besoin de se le faire redire. Fait que l'accompagnement, vraiment, vraiment pertinent. Puis tu l'as dit, Mélanie, hein, c'est tout le monde est capable de ressentir son corps, puis tout le monde va ressentir des choses dans son corps un peu à tous les jours. Puis ce que je remarque aussi, quand on vit dans de la douleur chronique, dans de la douleur qui est persistante, souvent, on va essayer de se dissocier de notre corps parce qu'on est comme juste tanné de le ressentir, tu sais, puis on se déconnecte. Puis à court terme, ça aide, mais à long terme, c'est vraiment pas bénéfique parce que si tu te déconnectes de ton corps, tu peux pas répondre à ses besoins parce que tu n'écoutes pas ces signaux qu'il t'envoie. Ton corps, il te communique qu'est-ce qu'il a besoin. Puis j'aimerais ça aujourd'hui qu'on prenne juste une petite minute ensemble pour se reconnecter à notre corps, OK? Puis vous allez voir que tout le monde est capable de le ressentir, puis que c'est une bonne chose. Fait que, tu sais, je vous invite, si vous êtes là, à juste fermer les yeux, puis à prendre le temps là, de juste ressentir votre corps pour essayer de prendre comme une photo, mais sans jugement, OK, de comment vous vous sentez en ce moment, dans quelle position vous êtes installé, comment vous ressentez vos différentes articulations. Peut-être vous avez des zones de tension, des zones d'inconfort. C'est correct, on ne veut pas nécessairement les faire disparaître, mais on veut juste porter attention sans juger, sans embarquer là, dans des pensées de catastrophisation, justement. On fait juste se centrer dans notre corps. Là, on va prendre une grande respiration ensemble. On expire. Fait que là, tu sais, tout le monde devrait être capable d'avoir ressenti son corps. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de magique. Puis des fois, c'est pas facile de bien ressentir. C'est correct, mais ça s'apprend.
Puis avec le temps, on est capable de développer cette compétence-là. C'est vraiment quelque chose qui est super bénéfique, comme Mélanie elle a dit, là, pour être capable de prendre soin de notre corps, de savoir, tu sais, moi, je trouverais ça merveilleux là, d'être autant connecté que ton fils qui est capable de dire, oh, mon diaphragme à droite est tendu aujourd'hui, c'est merveilleux, tu sais, d'être capable de se rendre là. Fait que, tu sais, puis on est capable, peu importe notre âge, de commencer puis de progresser dans cet apprentissage-là. Ouais, Avais-tu non, quelque chose à dire? Ouais. ouais, ben, j'ai ri parce qu'effectivement, ils sont assez surprenants, mes cocos. Ils me pointent exactement où ils ont mal, mais c'est ça, je les habitue très tôt à s'étirer tous les matins, à écouter leur corps, justement, puis, tu sais, leur douleur de croissance, finalement, c'est le corps qui a de la misère à suivre, fait que je les aide avec ça. Fait que c'est super intéressant. Puis là, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que j'aimerais ça qu'on en parle peut-être un peu parce que d'un côté, on veut mettre l'attention sur la fonction. Puis effectivement, de l'autre côté, les filles sont déconnectées de leur corps. Puis ça, je l'observe tout le temps. C'est fou à quel point, tu sais, je leur dis, OK, ben là, sens ici, sens ça, fais ci, fais ça, puis ils sont perdus dans l'espace, ils ne comprennent plus leur corps, justement parce qu'ils ont essayé de se protéger. Puis une des solutions, c'est de se ramener dedans, puis de Exact. réussir à prendre le dessus, finalement, là, faut se ramener dedans quand le réflexe, c'est de s'en sortir. Puis d'un autre côté, on leur dit, tu mets trop d'attention dessus. Fait que c'est comme c'est là qu'on a besoin finalement d'être soutenu dans le processus, là. Exact, parce qu'il faut essayer faut trouver c'est où qu'on veut mettre notre attention, en fait. Il faut la mettre à la place qui va être la plus pertinente pour être capable de progresser puis de s'améliorer, tu sais. Puis c'est là que ça m'emmène dans ma troisième étape, justement, qui est de venir appliquer ça dans notre quotidien. Parce que, tu sais, on a bien beau savoir tu sais, comprendre notre corps, puis savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pour l'aider. Si on le fait pas, ça ne donne pas grand-chose, tu sais. Fait que là, tu sais, toi, tu dis que tes enfants, tu leur as appris à s'étirer tous les jours, tu sais, c'est merveilleux parce que ça, tu sais, la santé, le bien-être, je sais que tu le dis souvent, toi aussi, Mélanie, tu sais, c'est un cheminement. Tu sais, c'est pas comme. Il n'y a pas à un moment donné, une journée, tu arrives, là, tu es rendu à destination, ça y est, maintenant, je suis en santé, j'ai plus jamais besoin de rien faire, tout va bien. Tu sais, c'est pas de même. La santé, ça se passe un petit peu tout le temps, à tous les jours, pendant toute ta vie. Tu sais, faut constamment que tu prennes soin de toi. Tu sais, tu peux pas. J'ai entendu dire ça l'autre fois, tu sais, tu peux pas te dire, OK, aujourd'hui, je me brosse les dents pendant 5 heures, là, puis après ça, j'arrête de me brosser les dents pendant une couple de semaines. Tu sais, c'est pas de même, ça se passe. Faut le faire un petit peu à tous les jours, un peu tout le temps, puis c'est même pour tout le reste de notre corps. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est souvent négligé dans les suivis tu sais, avec des pros de la santé. Tu sais, on donne plein de conseils. Là, OK, vas-y, fais ça, mais après ça, on ne fait pas le suivi de savoir, as-tu réussi à le faire? Tu sais, arrives-tu à l'appliquer? Puis ça fonctionne-tu? Ça t'aide-tu aussi, les exercices que je t'ai donnés? Tu sais, c'est-tu pertinent? Puis c'est pour ça que c'est quelque chose que j'essaie de vraiment, moi, mettre de l'avant beaucoup dans ma pratique. Parce que, tu sais, là, je vous dis tout ça, là, si tu le fais pas, ça sert à rien. Puis c'est vraiment pas pour vous culpabiliser, là. Au contraire, là, je suis pareil, OK? Moi, on me donne plein de conseils, là. Mes physios, ils me donnent des exercices, puis je les fais souvent pas parce que c'est pas réaliste dans mon quotidien, tu sais. Puis ça prend d'avoir une discussion, des fois, une discussion qui est honnête sur, tu sais, pourquoi tu n'arrives pas à le faire? C'est parce que tu t'en rappelles pas? C'est parce que ça fait pas dans ta routine? C'est parce que ça te fait plus mal quand tu le fais, ton exercice? Tout ça, c'est des choses qu'on peut agir, mais il faut le savoir, tu sais. Fait que ça, j'essaie vraiment de mettre ça de l'avant, moi, dans ma pratique, d'essayer de trouver ensemble des solutions qui sont réalistes et qui sont applicables dans ton quotidien à toi, parce que c'est pas vrai qu'un exercice qui fonctionne pour quelqu'un va nécessairement fonctionner pour toutes les autres personnes autour. Puis il y a quelqu'un, justement, Caro, qui disait, moi, ça m'a vraiment aidé l'hypnose aussi Ah, c'est intéressant ça, mais oui. pour l'appréhension de la douleur. Fait que là, effectivement, un peu comme mon autre client qui disait, moi, la méditation m'a aidé, l'hypnose. Il faut se trouver des outils, puis tu sais, pour quelqu'un, l'hypnose, ça ne l'aidera pas, mais il faut essayer. Puis là, ça, on l'avait dans les commentaires tantôt sur notre chat sur Zoom, comme quoi quelqu'un qui a essayé déjà 4 physio-périnéales puis qui a encore des douleurs périnéales, c'est vraiment frustrant, tu sais, d'avoir tout le temps à chercher, chercher, chercher. Mais on a toutes des façons de faire, puis des visions, puis des sentis, puis des intuitions comme thérapeute. Puis on ne peut pas être. Puis ça, on avait déjà eu la question sur notre groupe de physiothérapeutes. Il y a quelqu'un qui demandait, selon vous, quelle est la place de l'intuition dans notre métier? Puis il y avait des gens super offusqués parce que pour eux, c'était ésotérique de parler d'intuition. Mais Mhm. je pense qu'on a tous des chemins de vie, puis des intuitions justement qui nous amènent à un certain point qui vont aider certaines personnes. Puis moi, quand j'aide pas quelqu'un, je suis pas inquiète parce que je sais qu'il y a plein d'autres mondes. Par contre, je vais
la référer à quelqu'un que je suspecte qui va l'aider peut-être plus que ce que je suis capable de faire et vice-versa. Fait que, tu sais, je pense que ça vaut la peine de comprendre que c'est pas un métier finalement qui n'a pas fonctionné quand tu dis, puis ça fait quatre que je viens d'essayer. Des fois, c'est juste de trouver la bonne personne pour nous. Puis moi, dans mon entourage à moi, j'ai deux, trois ostéos, j'ai deux, trois massos, j'ai deux, trois physios, j'ai deux, trois chiro. J'ai beaucoup de personnes de différents milieux parce que j'en ai essayé plusieurs. Facilement 15 massos avant de trouver celle que j'aimais. Et quand j'ai un mot, je sais, ah ben, je vais préférer aller voir tel thérapeute pour ça. Mais mes deux autres physios sont toujours aussi compétentes, mais j'ai le feeling que c'est elle qui va m'aider plus. Fait que je pense que c'est juste une hygiène de vie, des découvertes qu'on doit faire pour finalement retrouver du confort. Puis si on comprenait que c'est normal, mais c'est pas notre problème qui est intraitable, c'est juste qu'on c'est peut-être pas encore la bonne personne qui est venue nous guider ou nous soutenir. Puis c'est normal. On peut pas être les bonnes personnes dans tout, guider, soutenir dans tout parfaitement tout le monde. Ça fonctionne pas comme ça. Puis ça, je trouve ça bien du virtuel parce que les gens nous choisissent un peu, là. Fait que Ben oui. je sais pas qui va choisir d'aller vers toi après ta conférence d'aujourd'hui, là. Ben, c'est super parlant tout ce que tu partages. Ben oui. Mais voilà ce que j'avais envie de dire aussi, là. Je trouve ça super pertinent ce que tu dis aussi parce que j'arrive pas à me rappeler, là, c'est un article que j'ai lu, ça fait une couple d'années déjà, mais tu sais, qui parlait que le, le lien thérapeutique qu'on arrive à créer avec la personne dans notre suivi a plus d'impact que les techniques de traitement qu'on va faire au final, tu sais. Fait que, après ça, tu sais, ça montre vraiment qu'au niveau, est-ce que ça connecte au niveau de la personnalité puis de l'approche? C'est beaucoup plus important au final que est-ce que on va faire tel étirement ou tel autre étirement, tu sais. Puis ça, je trouve ça vraiment important aussi, tu sais, c'est pour ça que j'essaie vraiment de connecter avec les gens, puis tu sais, de parler avec eux, puis d'avoir des discussions, parce qu'après ça, mais sinon, ça, dans ma tête, ça donne rien. Tu sais, je peux te donner plein d'exercices, mais il y en existe plein, là, des vidéos en ligne que tu peux aller voir, là, tu peux en trouver plein des exercices, tu peux en lire plein des livres sur des exercices, mais ce qui est intéressant quand tu vas consulter quelqu'un, c'est d'avoir justement l'intuition, la connexion, la personne qui te donne des conseils qui sont personnalisés. Tu sais. Si je donne le même étirement à tout le monde, ça vaut rien au final, là, parce que ben, tu pourrais le trouver par toi-même. Là. Ouais. Puis là, j'ai quelqu'un ici qui dit quand qu'un exercice devrait m'aider à guérir, mais que je ne suis pas capable de les faire. C'est là qu'il faut se questionner. Puis, tu sais, ça, j'en parle souvent de la fois que j'ai une formation sur la douleur chronique, puis le formateur disait culpabilise-les. J'étais, voyons, culpabilise-les, mon Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses quand on tombe dans OK, là, ma douleur chronique, c'est maintenant que je la travaille, OK? Il y a beaucoup de choses à mettre en jeu, puis c'est vraiment une quête féministe, là soigner ses douleurs chroniques. Fait qu'il y a plusieurs choses en jeu. Fait que quel espace que je m'accorde dans mon propre horaire? C'est quoi ma propre priorité? Dans l'échelle des priorités, me soigner arrive où? Dans la famille, dans la maison, dans les tâches. Fait que, il y a tout cet enjeu-là qui est très, très grand qui va venir jouer. Puis, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, je donnais des exercices, puis là, il fallait qu'ils me fassent confiance au processus. Mais ça ne marche pas comme ça. Les gens veulent sentir un avant puis un après. Puis quand ils réalisent puis qu'ils ont cette conscience-là de leur corps de OK, je me sentais comme ça tantôt, j'ai fait mon exercice, ça a changé quoi? Ben là, ils vont adhérer beaucoup plus à les faire. Mais il y a beaucoup d'enjeux. Fait que, tu sais, il y a l'enjeu, est-ce que tu sens que c'est pertinent vraiment? Parce qu'on a beau dire c'est ça qui va te guérir, mais est-ce que toi, tu le sens dans ton corps que c'est en train de t'aider? Puis il y a certains exercices, comme dans mes cours de groupe, on n'a pas le choix d'y aller dans une progression globale. Mais il y a des exercices que je vais dire à des clients, je ne pense pas que c'était le bon pour toi cette semaine, mets-le de côté. Puis on va le réessayer dans 2 semaines parce qu'effectivement, on a des besoins différents. Puis parfois, ben, 2 semaines plus tard, il va devenir le fun puis faire du bien. Fait que ça, il y a tout cet enjeu-là. C'est peut-être juste pas le bon exercice maintenant que tu es en train de faire, mais il va être bon dans un mois, là, on ne le sait pas. Là. Fait que, il Exactement. faut se questionner quand un client ne fait pas ces exercices, c'est quoi l'enjeu? Puis c'est nous, comme professionnels, d'essayer de trouver cet enjeu-là puis de soutenir adéquatement notre personne là, qui est devant nous. Ben oui, exact, parce qu'il y a toutes sortes de raisons. Tu sais, est-ce que c'est t'as pas compris pourquoi il fallait que tu le fasses, t'as pas compris comment le faire? Est-ce que c'est que ça te fait mal quand tu le fais? Est-ce que c'est que t'as pas l'espace dans ton salon pour te coucher par terre puis le faire? Est-ce que c'est, tu sais, il y a tellement d'enjeux qui peuvent influencer pourquoi tu le fais pas. Est-ce que c'est que tu
tu te rappelles pas qu'il faut que tu le fasses, tu y penses pas, ça te fait chier. Tu sais, il y a vraiment plein de possibilités. Puis si on parle pas de ça, ben d'après ça, tu sais, peut-être que les gens ils vont te dire tout le temps, ah, ben oui, je les fais mes exercices, mais si tu les fais pas, ben au final, c'est toi qui es perdant là, de pas les faire, tu sais, mais d'aller trouver des façons de les faire ensemble, tu sais, c'est pour ça qu'il faut avoir des discussions avec chaque personne, c'est pour ça, tu sais. Puis après ça, quand tu dis, ben des fois, c'est pas le bon exercice maintenant, mais peut-être qu'il va être bon dans un mois. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment pertinent de développer de l'autonomie aussi, puis d'être capable de ressentir dans son propre corps qu'est-ce qu'on a besoin, parce qu'à un moment donné, tu deviens capable de voir, ah, OK, ben aujourd'hui, je pense que c'est ça qui me ferait du bien, versus le lendemain, c'est quelque chose d'autre, tu sais. Puis c'est ça qui est beau, je Ben trouve, là, oui, là-dedans. ça bouge tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'il faut développer des outils. Puis tu vois, ce soir, moi, j'ai un cours de Pyrénées, puis c'est le cours que j'ai le plus, c'est le 14e, là. Moi, j'en ai 20. Le 14e, je l'haïs parce que il me faisait vraiment pas du bien, puis j'étais vraiment pas à niveau, puis j'étais vraiment inconfortable en faisant le maudit cours 14. Puis tu vois, la dernière fois que je l'ai fait, il y a environ un mois avec une autre coa, j'ai pas eu mal. Puis là, tu sais, j'ai hâte de voir, j'ai quand même l'appréhension, aïe, aïe, j'ai peur de faire ces exercices-là, mais est-ce que cette fois-ci, avec l'évolution que j'ai eue dans le dernier mois, ça va me faire du bien? Puis peut-être que ça va me faire du bien aujourd'hui, puis demain, je le fais, ça me fait pas du bien. Mais tu sais, il faut comme l'accueillir aussi, que notre corps ait des vagues tout le temps, même quand il va bien. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un apprentissage qui se fait sur le long terme, tu sais. Puis, mais c'est vraiment bénéfique, tu sais. Puis là, je reviens à, tu sais, comme tout ça, le moi, d'appliquer ça, de mieux comprendre, de mieux ressentir mon corps, puis d'appliquer mes propres conseils dans ma vie. Tout ça, tu sais, l'avantage principal, c'est que ça m'a aidé à reprendre confiance en mon corps, tu sais. Mais il a fallu que je fasse preuve de patience puis de persévérance parce que au début, j'essayais d'y aller trop vite, tu sais. J'étais comme je voulais déjà plus avoir mal, ben c'est pas même ça se passe, il faut y aller en respectant le rythme de notre corps. C'est ça qui va permettre qu'au final, on est capable de le recalibrer, notre détecteur de fumée, pour pas qu'il sonne tout le temps et qu'il nous envoie des signaux qui sont pertinents. T'sais. Fait que ça conclut globalement le gros de ce que j'avais à dire. Là. Puis dans le fond, si je résume, j'essaie juste de résumer en quelques phrases qu'est-ce que je disais aujourd'hui, c'est que en gros, là, il n'y en a pas de solution miracle, facile, sans effort, qui répond aux besoins de tout le monde. Mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on peut essayer de faire, tu sais. Puis, selon moi, ben, la meilleure façon de faire ça, c'est de développer de l'autonomie parce que, tu sais, la santé, on l'a dit, c'est un cheminement, ça se passe progressivement un peu à tous les jours. Puis, la meilleure personne pour s'occuper de toi-même, c'est toi, tu sais. Fait que de venir développer de l'autonomie, c'est vraiment, vraiment génial. Puis, comme on vient de le dire, tu sais, ça n'a pas besoin d'être plate, d'être chiant, d'être compliqué, d'être long. Ça peut être quelque chose de vraiment très simple, puis d'être vraiment agréable aussi. Fait que, tu sais, moi, ce que je vous donnerais comme mission là, à partir d'aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver plusieurs petites choses simples et agréables qui vous font du bien dans votre corps puis dans votre bien-être de façon générale, puis d'essayer de faire au moins une chose par jour. OK? Fait que ça peut être très simple, ça peut être juste de prendre comme des grandes respirations avant de passer à la prochaine étape de la journée, ça peut être de faire des étirements, peu importe, juste de trouver certaines petites choses. Si je donne un exemple, moi, la chose que j'ai commencé à faire comme cette année, là, dans les derniers mois, c'est que tous les matins, en me réveillant, avant de sortir du lit, là, avant même d'avoir le droit de regarder mon téléphone, je fais des étirements. Puis, juste de changer ça, là, ça me prend 5 minutes par jour. Là, ça fait vraiment que je me sens mieux dans mon corps, ça commence mieux ma journée. Puis, quand je me réveille, ben, je fais comme un petit scan de ah, c'est où que je ressens que j'aurais besoin de faire des étirements. Puis ça se fait avec le temps d'être capable de trouver lesquels qui font du bien. Puis, j'ajuste ma petite routine d'étirement à tous les jours. Mais ça fait une énorme différence. Fait que, tu sais, je vous invite à essayer de trouver quelques petits trucs puis à en appliquer un par jour. Une chose, puis après ça, à force de le faire, ben, à long terme, ça fait vraiment des miracles. Puis quand on les fait pas, on s'en rend compte après. Fait que Oui. là, ça nous donne encore plus envie de les faire parce qu'on sent les bienfaits. Puis là, j'ai la question ici. Puis ça, les filles sur Facebook, je vous invite à poser vos questions maintenant parce que vous êtes encore une bonne gang à nous écouter parce que on va y répondre maintenant. Puis bientôt, on va fermer Facebook pour tomber en privé avec nos clientes là, qui se sont connectées sur Zoom, celles qui s'étaient inscrites à la formation d'aujourd'hui. Et là, je veux juste répondre à la question de Nima ici qui dit fait qu'une réadaptation peut prendre plusieurs années. Une réadaptation, là, il y a tout le temps un moment de fin. OK? Par contre, prendre soin de son corps, c'est pour toujours à tous les jours. Puis c'est ça qu'on nous a jamais appris. Fait que c'est ça qui est un enjeu aussi à faire des exercices. Parce que ça ne devrait pas être quand j'ai le temps ou quand ça me tente ou quand j'aurai l'énergie.
que je vais me faire un petit massage. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les balles là, de massage. Fait que j'en ai partout qui traînent, puis j'ai toujours des ventouses aussi qui traînent. Fait que, tu sais, je vais vraiment venir me soigner là, régulièrement. Puis notre corps, il y a toujours des défis, il y a toujours besoin de soins. Et aussi, on réalise qu'avec le temps, là, excuse-moi, il y a plein de monde, quand j'ai dit on va raccrocher Facebook, puis tous sont tous en train de se connecter sur notre Zoom, les filles qui avaient le lien secret. Fait que prendre soin de son corps, finalement, là, c'est pas c'est comme les dents, comme tantôt Catherine a disait, c'est pas juste une fois, puis on n'en a plus besoin. On a des besoins dans notre corps tous les jours. Fait que moi, je le vois vraiment comme, tu sais, quand on fait une réadaptation avec moi, puis avec Catherine aussi, là, je veux dire, quand on fait une réadaptation, on développe des outils, un ressenti, une compréhension de notre corps qui va nous servir pour toute notre vie. Donc, c'est pas juste, hey, je suis guérie, j'ai plus mal, j'arrive à faire mon 10 km de marche sans douleur à mon pied. C'est fini, je prends plus jamais soin de mon corps. Fait qu'il faut garder en tête que prendre soin de son corps, c'est culturel qu'on le fait pas, puis on le fait pas de la bonne façon. Là. Prendre soin de son corps, on pense que c'est très superficiel tout le temps, là, se maquiller, faire ses ongles, tout ça. Mais quand on apprend à prendre soin vraiment des messages de son corps, puis souvent, c'est des choses qu'on n'a jamais appris à écouter, puis on n'a pas d'outils pour les écouter non plus. Fait que pourquoi apprendre à les écouter si on ne sait pas quoi en faire de ces messages-là? Fait qu'une réadaptation, tu sais, comme moi, par exemple, mes cours de Pyrénées, c'est 20 cours. La réadaptation est finie après 20 cours. Mais tu continues à tous les jours. Puis, par exemple, moi, je fais des cours de Pyrénées 3 à 4 fois par semaine depuis janvier dernier, à chaque fois que je refais un cours du passé, je réapprends des nouvelles choses dans mon corps, puis je vais une coche plus loin. Fait qu'on a intérêt à développer des routines de soins qui nous permettent finalement d'évoluer tout le temps parce qu'on est toujours en train d'avoir besoin de soutien dans notre corps. Fait que ça, j'avais envie de répondre à ça. Sinon, là, j'ai pas nécessairement des... Ah oui, j'en ai plein. Ben, Euh, là, tu voulais aller dans les questions, plus les histoires de cas. Sinon, j'avais mon programme à présenter, justement, les grandes lignes là, de qu'est-ce qu'on va faire dans mon on a programme de des beaux groupe. merci. On a des beaux merci. Super, OK. Fait que vas-y, partage-nous là un peu super. qu'est-ce que tu offres toi, puis après ça, je fermerai Facebook, puis on tombera là. Oups, OK, je pensais que c'est moi Oui. qui avais accroché le piton. Je t'écoute. Non, c'est parfait. Fait que juste avant qu'on aille vraiment dans les questions plus personnalisées, là, j'ai mentionné au tout début là, que j'avais un nouveau programme qui allait commencer tout bientôt, le 17 octobre. C'est un programme de réadaptation vraiment de groupe en ligne qui va vraiment. L'objectif de ça, c'est vraiment de te donner les outils là, pour apprendre à vivre pleinement malgré la douleur. Fait que c'est vraiment un cours qu'on va aller apprendre des techniques d'auto-soin, puis aller là, développer des stratégies concrètes qui sont applicables dans le quotidien là, pour prendre soin là, de tes symptômes. Fait que ça va se passer, ce programme-là, sur 10 semaines. Fait que du 17 octobre jusqu'au 19 décembre, c'est les mardis soirs. Puis, c'est vraiment un programme de physiothérapie, là. Donc, il y a une évaluation initiale au départ qui va être faite, puis ensuite des suivis personnalisés à toutes les semaines là, pour que je puisse te donner des conseils, des recommandations personnalisées. Ce qui veut dire aussi là, que j'ai des reçus de physiothérapie que je redonne à chaque séance là, sans problème. Fait que si tu as des assurances, ça déduit le coût. C'est un programme qui va être vraiment sur 10 séances. Donc, dans les séances, c'est là qu'on va aller travailler sur le ressentir, hein, apprendre à ressentir son corps puis développer des techniques pour en prendre soin. Puis, entre-temps, entre les séances, je vais t'envoyer des capsules, là, des courtes capsules, 5, 10, gros max 15 minutes d'informations pour aller développer plus les compétences de tu sais, comprendre son corps, puis aussi appliquer dans le quotidien. Puis, on va en rediscuter dans les séances là, de ces différentes choses-là pour être capable d'appliquer ça à ta vie, à toi, pour que ce soit personnalisé et suivi qu'on fait ensemble. Puis, de s'inscrire, ça donne accès au groupe privé sur Facebook pour se soutenir, se motiver entre nous, se poser des questions, puis se parler un peu de nos défis du quotidien. Puis finalement, là, la raison pour laquelle j'ai fait ça, décidé de faire ça en ligne, c'était le volet d'accessibilité. Hein, c'est cool comme ça, peu importe tu habites dans quelle région du Québec, tu peux t'inscrire au programme puis y avoir accès. Mais aussi, je trouvais que c'était super pertinent. Là, on en a parlé plein de fois pour vraiment développer ton autonomie, hein, parce que là, tu es à la maison puis tu n'as pas le choix d'apprendre à le ressentir dans ton corps puis à le faire par toi-même. Fait que ça, je trouvais que c'était vraiment puissant comme stratégie là, à mettre en place avec ce programme-là.
Puis, en gros, comme je disais tantôt, les inscriptions, ça commence lundi prochain, du 2 au 10 octobre, mais j'ai juste 12 places de disponibles. Donc, j'ouvre les inscriptions pour la liste d'attente ce vendredi, donc 3 jours d'avance. Fait que si jamais ça t'intéresse et que tu veux vraiment être sûr d'avoir une place, je t'encourage à t'inscrire sur ma liste d'attente. Mélanie, je ne sais pas si tu l'avais mis dans les commentaires sur Facebook, le lien vers la Ben, liste je l'ai d'attente. mis dans le. Ben, écoute, c'est les filles sur Zoom qui ne l'ont pas. Fait que dans le fond, je vais juste Oui, l'amener sur Zoom, mais sur Facebook, il y avait accès là, à tous tes liens là, s'ils veulent parfait. Fait que s'ajouter à dans le ta liste. fond, il y a le lien pour la liste d'attente. Si tu es sur la liste d'attente, je vais envoyer le vendredi midi le lien pour pouvoir s'inscrire. Puis les 12 premières personnes qui s'inscrivent vont avoir une place. Puis sinon, j'ai aussi là, les autres liens sur tu sais, mes autres services. Là, je parlais tantôt, entre autres, de ma formation sur le massage de cicatrices. Puis si ça t'intéresse d'être au courant de ce que je fais, mais tu te dis que cette fois-ci, ça ne fonctionne pas les mardis soirs, tu peux t'inscrire à mon infolette pour être au courant quand je vais ouvrir d'autres cohortes là, dans les prochains mois. Donc, tous les liens là, étaient là sur Facebook. Puis, Mélanie, tu veux-tu que je le copie-colle ou tu l'as déjà pour Zoom? Ah, t'es sur mute en ce moment. Je viens de réussir à trouver tous les liens, fait que je mets ça tout de suite là. Parfait. Puis ça fait, là, ça, c'est vrai, là, pour cette fois-ci, ça fait le tour de tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Fait que j'arrête mon partage d'écran. Puis, je suis prête pour les questions, ça y est. Ben, je vérifie juste une dernière fois sur Facebook, être sûr que on n'a pas passé à côté de personne. Fait Parfait. que voilà, ça fait le tour pour Facebook. Fait que les filles de Facebook, merci d'avoir été si nombreuses. Puis n'hésitez pas à venir écrire là, à Catherine ou à moi si vous avez des questions, vous voulez nous partager certains trucs. Nous, c'est notre métier d'éduquer, donc on est sur les réseaux sociaux dans cet objectif-là. Et encore une fois, abonnez-vous à nos comptes hein, parce qu'on transmet de l'information pertinente tout le temps. Fait que là, vous avez les liens là, pour rejoindre Catherine sur Instagram, YouTube, Facebook, sa liste d'attente, tout ça. Puis moi, ben, vous allez sur mon site tout simplement là, pour voir tout ce que j'ai à offrir. Puis là, tu sais, je mets beaucoup d'attention sur YouTube présentement. Donc, si vous voulez aller vous abonner sur mon YouTube avec mon podcast Le Canal Vaginal, c'est surtout là que je mets un peu tous mes contenus. Fait que merci, gang de Facebook, d'avoir été si nombreuses. Je pense que j'avais jamais eu autant d'écoute là, dans un live comme ça. Fait que merci d'avoir été si nombreuses. Fait qu'on vous laisse Facebook, mais on vous aime quand même. Donc, merci, merci, merci. Puis on va rester avec notre gang là, qui est ici sur Zoom. Donc, bye les filles. On se recroise bientôt. Puis moi, j'arrête comment le live Facebook? Attends un petit peu. Attends un petit peu. Stop. Oh, je pense que c'est ça ici. Ouais, c'est bon. Je lis. Et en tout On cas, ça dit. m'affiche plus qu'on est en live. Je pense qu'on est correct. Bon. Tiens, fait que ça, c'est ta chaîne YouTube. Tu n'avais pas mis dans le lien. Ah J'avais ben, oublié de la mettre dans les liens. OK. Mais je l'ai ajouté, là, c'est vrai, moi aussi, je mise beaucoup sur YouTube en ce moment. C'est tout nouveau, là, je viens de commencer une chaîne YouTube la semaine dernière, donc c'est une autre bonne façon d'aller avoir de l'information sur la C'est douleur. plus facile de trouver de l'info sur YouTube que sur Facebook, là. Tu sais, moi, des Ouais. clients me disent, t'as quoi à dire sur la biance vaginale? Je suis comme, ben là, va regarder le 14 février 2021. Tu sais, c'est super long, se rendre jusque-là, mais sur YouTube, tu vas cliquer sur Béance puis tu as tout ça. Fait que là, les filles qui sont présentes, je vais arrêter l'enregistrement aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient qu'on enregistre la réponse à leurs questions parce que vous voudriez peut-être la réécouter. Fait que je vais peut-être passer les filles qui voulaient poser leurs questions de façon enregistrée, mais vous allez être dans la rediffusion. Donc, c'est plus très intime rendu là. Si vous vouliez nous partager des choses qu'on en discute ensemble, je peux aussi arrêter l'enregistrement. Donc, faites juste me dire, là, comme par exemple, je viens de recevoir quelque chose. Ici, c'était-tu personnel ou c'était global? Isa l'a envoyé à tout le monde. Donc, des douleurs de nerfs. OK. Fait que, je ne sais pas, Isabelle, est-ce que tu voulais que je réponde enregistré puis tu te retrouves sur YouTube ou tu préfères que je ferme l'enregistrement puis je te réponde? Je ne sais pas si ça nous entend, là. Hey, j'ai comme mon truc qui est vieux puis il me chauffe l'oreille. Je dois avoir une brûlure du deuxième degré. Bon, ben, je prendrai pas de chance. Je vais arrêter l'enregistrement. Ah, mais c'est parce que c'est plus là. À l'aide, Isabelle, t'es où? Réponds-nous.
Sinon, gênez-vous pas, les filles, si vous voulez prendre parole, si ça ne vous tente pas nécessairement là, Elle de. dit, ça va, tu peux le faire en live. Donc, on va l'enregistrer la réponse à sa question. OK, fait que je m'en allais cliquer, imagine-toi donc. OK, parfait. Donc, au niveau de douleur chronique neurale, fait que ça, c'est la névralgie du pudendal qu'elle parle, le nerf honteux, là. Donc, c'est un nerf pelvien qui amène des grosses douleurs pelviennes. Donc, c'est des douleurs insupportables, là. Tu sais, la texture de nos coutures, être assis, être debout. Donc, c'est notre nerf qui est compressé à certains endroits dans le bassin, puis à l'intérieur du bassin, qui va donner finalement là, des sensations de brûlure, des démangeaisons. C'est très incapacitant. Euh, tu as l'impression de stagner, donc ça fait 18 mois que tu fais de la physiothérapie et tu as un sentiment vraiment que ça n'évolue pas. Et là, je ne sais pas si tu voulais répondre, Catherine, à ça ou si tu voulais j'y aille. C'est vraiment pour Ouais, toi. ben, tu sais, moi, d'emblée, quand je vois quelque chose qui stagne, euh, bah, tu sais, comme mettons en clinique, là, ma philosophie, c'était ben, si ça fait comme mettons 3 rendez-vous qu'on fait la même chose puis qu'il n'y a pas d'évolution, c'est qu'il faut essayer quelque chose d'autre. Tu sais. Ça fait que dans ma tête, quand ça stagne, c'est que il faut peut-être aller travailler ailleurs. Tu sais. Il faut peut-être aller chercher d'autres volets. Puis ça veut pas dire que ce que tu fais depuis 18 mois, c'est pas bien. Tu sais. Peut-être que c'est bien, mais peut-être qu'il manque quelque chose d'autre à ajouter, à complémenter au niveau, là, puis là, tu sais, c'est dur. Sans information précise, on ne peut pas te donner des conseils personnalisés, mais moi, je te dirais d'essayer d'aller explorer ailleurs. Quand on parle de douleur, ça fait 18 mois ou plus, mais c'est sûr que tu es dans de la, tu sais, dans de la chronicité. Fait que, tu sais, aller explorer les autres volets plus psycho, plus sociaux, voir est-ce que, tu sais, c'est quand que ça se déclenche, tes douleurs, c'est quand que ça monte, est-ce que c'est quand tu es plus stressé au travail, est-ce que c'est quand tu as moins bien dormi, est-ce que, tu sais, quand tu trouves des choses comme ça, que tu vois un lien direct de OK, quand il se passe ça, ma douleur augmente, ben on veut essayer d'aller agir là-dessus. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement parfait à chaque fois, mais tu sais, si tu remarques qu'à chaque fois que tu dors moins bien, tu as plus de douleur, ben tu peux essayer d'introduire des routines de sommeil plus efficaces dans ton quotidien pour avoir des bonnes nuits de sommeil le plus souvent possible, par exemple. Tu sais. Fait que je te dirais d'essayer d'aller explorer là, dans d'autres aspects peut-être que tu as moins exploré jusqu'à présent. Je ne sais pas si Puis ça te répond. Puis ouais, Mélanie, moi, vas-y. j'adore ta réponse parce que c'est ça, tu sais, des fois, qu'est-ce qui a été fait, puis est-ce que c'était très local aussi? Parce que souvent, quand on est en chronicité, on gagne à être dans une globalité finalement. Tu sais, comment tu es positionné dans l'espace, comment tes segments sont alignés, comment tu les utilises, c'est quoi ta mécanique derrière, pour voir justement s'il n'y aurait pas une origine mécanique à l'irritation qui est comme constante. Mais effectivement, moi, j'irais plonger dans le social puis dans le psycho aussi. On ne peut pas juste travailler là, manuellement. Puis c'est sûr, c'est dur pour nous comme psychologues parce qu'on a quoi, 5 crédits sur 145, là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, en psychologie, là, dans nos cours, puis souvent, Ouais. c'est pour détecter les personnalités plus graves, là. Tu sais, je veux dire, on ne pourra jamais poser un diagnostic, mais tu sais, des problèmes de personnalité, finalement, qu'on a vraiment besoin d'aide. Mais la vérité, c'est que même si tu n'as pas un trouble de personnalité, moi, c'est rare que je vais traiter sans avoir une psy dans le dossier. Puis souvent, c'est une sexologue, là. Moi, j'ai un réseau de sexologues qui font vraiment le lien entre le corps et l'esprit. Fait que j'aime bien jouer avec ça. Mais ça, c'est gagnant aussi de venir travailler avec quelqu'un là, à ce niveau-là. Fait que, puis c'est des techniques aussi différentes d'une personne à l'autre, là. Tu sais, moi, les techniques que je vais faire pour un air pudendal, Catherine, les techniques que tu vas faire pour un air pudendal, puis là, on parle de techniques locales, mais quel exercice que tu vas donner? Donc, puis là, j'ai la question juste après super pertinente de moi, j'ai un périnée super musclé, donc j'ai un plancher pelvien super fort. J'ai même fait la périphyte pendant 5 mois hyper intensivement. Fait que, tu sais, comme j'ai renforcé mon plancher pelvien, moi, c'est ce que j'aime dire, tu sais, on met notre doigt vaginal, puis notre doigt, il est cassé, là, tu sais, en contractant, là, bang, le doigt casse. Tu as le périnée super musclé, OK? Ben oui, il fallait que je demande si je peux faire en live. Mais trop tard, j'ai commencé. Mais j'ai pas dit c'était qui, puis les gens ne le verront pas ça. Et, euh, et tu as encore des symptômes pelviens. Donc, mécaniquement, c'est quoi le problème? Puis ça, on l'a observé dans les études scientifiques. Souvent, tu sais, on parle des Kegels, parce qu'on se dit, ben, on va fermer les sphincters pour qu'ils arrêtent de se vider. Mais la vérité, c'est que les filles gardaient leurs symptômes, puis ça ne restait pas dans le temps à leur continence. Puis ce qu'on réalise finalement, c'est beaucoup les pressions qui proviennent du ventre, finalement, qui font une surcharge au niveau de la vessie. Puis le périnée, aussi musclé qu'il peut être, ne pourra jamais contrer cette pression-là qui vient de l'abdomen. Fait que là, c'est plutôt toutes les
pressions qui viennent d'en haut qu'il faut venir travailler. Donc, comment ton ventre soutient ta vessie, comment ta posture soutient ta vessie, comment ta tête est placée dans l'espace pour soutenir ta vessie. Fait que là, c'est de voir justement toutes les autres raisons d'incontinence, puis de laisser tranquille un peu le plancher pelvien, parce que c'est rarement lui le vrai responsable. Souvent, c'est un peu Ouais. tout le reste autour. Moi, Je sais pas souvent, je fais le parallèle avec comme un lavabo qui fuit, tu sais, ton planche pelvien. Renforcer ton planche pelvien, c'est comme si tu mettais un bouchon en dessous, tu sais. Mais si t'as beau avoir un bouchon qui est super efficace, si le robinet, tu l'allumes à fond, ça va couler pareil à côté, tu sais. Puis c'est ça tu sais, oui, peut-être qu'à un moment donné, il faut mettre un bouchon, mais il faut peut-être trouver aussi comment leur fermer le robinet, tu sais. Fait qu'il faut travailler sur les deux niveaux aussi. Là, on peut pas juste travailler par en dessous, il faut travailler par en haut. Puis ça m'amène aussi parce que, tu sais, je trouve que, tu sais, je l'entends souvent, celle-là. Je me suis fait dire que mon planche pelvien était fort, tu sais. Mais c'est pas tout d'être fort, tu sais. La force, c'est pas la seule compétence musculaire qui est intéressante, tu sais. Parce que tu peux être super fort, mais avoir aucune endurance. Puis tu peux être super fort, mais pas être bien coordonné aussi. Puis tu peux être super fort, mais avoir beaucoup de tension qui fait que ton planche pelvien, ben, il est pas capable de garder sa contraction longtemps ou que même s'il est fort, il n'est pas capable d'aller chercher la fin d'amplitude de contraction. Fait qu'il y a plein de choses d'autres que la force à aller travailler. Puis ça, c'est vraiment en physio hein, qu'on voit ça, là, force versus endurance versus tonus, puis toutes ces choses-là. Puis je l'entends souvent de la part des médecins qui ont dit ça, là, ce diagnostic-là. Là, ton planche pelvien, toi, il est fort, bravo, mais ça en dit Mais très peu de s'il est savoir s'il est fort ou pas. fort, puis que tu sautes au trampoline ou en éternuant la vessie pleine, puis qu'il est resté dans l'urne, il te manque un petit peu de coordination. Aussi, il est Exact. super fort, mais après 2 minutes de course, il t'offre plus. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut que ton plancher pelvien soit contracté quand tu cours, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais il manque d'endurance. Fait que c'est super pertinent que oui, tu sais, musculairement, tu as beaucoup de compétences à acquérir qui sont au-delà de la force. Puis le point vraiment que je trouve important, c'est laissons un peu tranquille notre plancher pelvien parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à venir. Je pense qu'on a plus besoin d'apprendre à l'écouter plutôt que tout le temps lui dire Hey, compense donc pour tout le monde qui ne fait pas sa job. Fais la job de tout le monde. Tu sais. Comme dans moi, mes clientes, j'avais beaucoup de personnes de l'hôpital, des gestionnaires un bout de temps, puis ils étaient en équipe de 4, puis chacune de leur tour, ils partaient en dépression parce que ils se ramassaient à être 3 à faire la job de 4 personnes. Puis là, quand la quatrième revenait, ben là, il y en a une qui était plus capable. Fait que, le plancher pelvien, c'est comme des gestionnaires d'hôpital. Là, il est Ouais. écœuré. Trouvons d'autres Tout choses lui pour retombe le. dessus, ben oui. Tout lui tombe dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres partages, d'autres choses que vous vouliez nous dire, les filles? J'ai Oh mon envie Dieu, de il y en a rebondir plein. aussi ben, dans la suite de cette question-là, là, parce que tu sais, la personne nous dit que ça fait 2 ans que ça dure, puis elle a 55 ans. Je trouve qu'il y a quand même de quoi aller se questionner au niveau hormonal aussi, là, dans cette fenêtre-là, où tu sais, il y a possiblement tu sais, la périménopause et la ménopause qui est en train de s'installer, qui peut affecter aussi au niveau de l'élasticité des tissus, au niveau de la muqueuse. Tu sais, est-ce que des fois, les fuites urinaires, il y a une question de force de planche pelvien, il y a une question de la pression qui arrive par en haut. Mais il y a une question aussi de les tissus de la muqueuse au niveau de l'urètre. Est-ce qu'ils ont une bonne capacité à rester collés les uns avec les autres? Puis des fois, avec la ménopause, les hormones changent, puis ils sont plus aussi comme humides un peu, là. Fait que là, ils décollent un peu l'un de l'autre. Puis ça peut aussi avoir un impact sur les fuites. Puis là, on va moins le travailler en physio, le niveau hormonal, mais il y a des choses à faire, tu sais, entre autres en acupuncture qu'on peut aller travailler. Peut-être aussi, des fois, c'est d'avoir une crème avec des hormones ou un supplément hormonal à discuter peut-être avec un médecin, là. Fait que, tu sais, il y a ce volet-là aussi à ne pas négliger, là, que quand on arrive dans la période de la ménopause, que ça peut avoir un impact, là. Oui, puis ça, c'est mon prochain livre que je vais écrire. Mon périnée ménopausé. Là, il faut que je finisse mon livre. En plus, il faut que je le remette demain, puis il n'est pas fini sur grossesse et ma vulve là-dedans. Puis le prochain, c'est mon périnée ménopausé, mais effectivement, il y a beaucoup de choses, là, pistes de solutions à explorer. Puis ça, tu sais, dans les non médicamenteuses, il y a des gens sur les réseaux comme Mélanie Roy, que j'aime beaucoup, qui va donner des pistes de solutions autres là, pour travailler au niveau hormonal. Sinon, j'avais la question privée que j'ai reçue par rapport, tu sais, à l'accouchement ventouse. Ouais. Est-ce qu'on arrête l'enregistrement si c'est les questions privées ou on continue quand même? Ben, dans le fond, je pense que Si c'est on nomme pas les noms. pertinent globalement, c'est ça, j'ai pas dit le nom. Puis, Parfait. si elle veut plus de précision, tu sais, tu me l'écriras, personne anonyme, que tu veux qu'on arrête l'enregistrement. Sinon, est-ce qu'un deuxième accouchement va soigner notre premier accouchement? Ça, je l'ai déjà entendu. Je ne sais pas si tu voulais y aller là-dedans ou si tu voulais que je le fasse, là. Ah,
C'est une grosse question. Je trouve ça drôle comme perception, tu sais. Ben, c'est En tout cas, ça. souvent quelque chose qui est dit, là. Oui, Ouais. oui. Puis, écoute, je vais te laisser y aller. On dirait que j'arrive pas à avoir des idées claires dans ma tête par rapport à ce que je veux dire. Je vais Puis rebondir moi, sur ce j'ai que tu vas plein dire. d'opinions de grossesse. Fait que si tu me laisses aller, moi, j'y vais. Fait que dans le fond, là, il y a une gros questionnement sur comment on met au monde nos enfants qu'il faut avoir Mm. premièrement. Parce que ça, c'est reconnu. Puis, tu sais, j'ai 400 études que j'ai lues pour écrire mon livre sur la grossesse actuellement. Là, c'est énorme. Puis, c'est tout le temps évident. Tu sais, quand tu es couché sur le dos puis que tu pousses, ton bébé force contre ton bassin, il est contre les os, contre la gravité. Puis, tu sais, je dis ça, moi, il y a deux de mes enfants, d'instinct, je les ai accouchés sur le dos. Ça veut dire que de la façon que tu étais positionné, comment j'étais positionnée, comment je me détendais, puis comment il faisait son chemin, c'était la bonne position pour nous. Mais quand ça va pas, de garder la femme sur le dos, je pense que c'est un enjeu qui est quand même grave parce que ça lui, tu sais, justement, on tombe dans l'utilisation des forceps, par exemple, puis là, ça l'amène des blessures qui sont vraiment réelles. Fait que, tu sais, selon moi, quand on a eu un gros traumatisme, autant psychologique que physique suite à une première naissance ou une deuxième, là, ça peut arriver n'importe quand on a eu vraiment là, des gros enjeux de trauma suite à une naissance. Moi, ce que je pense qui est bien d'analyser, c'est euh, réanalyser ça peut-être avec quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas dans le sens, OK, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, mais dans le sens, qu'est-ce qu'on aimerait continuer avec nous dans une prochaine grossesse, par exemple, puis qu'est-ce que cette fois-ci, on va mettre de côté, puis c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'espace qu'il y a autour de nous dans les hôpitaux qu'on consulte ou les sages-femmes qu'on consulte, comment qu'on peut s'ajuster finalement à mes besoins et à moi. Et pendant la grossesse, comment je peux être libre de faire mes choix. Et ça, j'avais invité des pros, justement, là, violence obstétricale, voyons, je vais-tu les dire. Rebecca Bergeron, qui est acupunctrice, peut-être vous la suivez sur les réseaux, elle est super populaire. Puis Cindy Pritrieux, qui est une militante féministe de la maternité, super populaire aussi sur les réseaux sociaux. Et je les avais invités à des conférences pour parler du consentement éclairé, puis expliquer finalement l'épidurale, c'est quoi qu'ils nous disent pas finalement. Tu sais, on dit, tu auras plus mal avec l'épidurale, mais qu'est-ce que ça l'amène? Tu sais, le soluté, qu'est-ce que ça fait sur le poids de mon bébé en postpartum? Qu'est-ce que ça fait sur mon allaitement postpartum? Tu sais, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser par rapport aux interventions qui ont peut-être amené à une conclusion aussi. Euh, ben, Nathalie, donc, Salut Nathalie! donc, qu'est-ce qui a amené finalement cette situation-là? Il y a beaucoup de nos traumas d'accouchement qui sont culturels finalement. OK? Donc, ça peut valoir la peine de s'instruire à ce niveau-là. Puis comme je t'ai dit, personne anonyme, tu as accès déjà à beaucoup sur le consentement éclairé, puis les cascades d'intervention qui amènent finalement des traumatismes. Puis pourquoi ça a eu lieu? Pourquoi qu'on est rendu si interventionniste? Donc, dans l'histoire, ça aussi, j'ai des formations sur l'histoire du monde des naissances, pourquoi qu'on en est où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puis pourquoi qu'on est si nombreuses à revendiquer un retour à la physiologie, puis qu'est-ce que ça peut amener. Fait que, est-ce qu'une deuxième naissance peut soigner la première? Moi, ça m'a soigné. OK? Ma deuxième naissance a soigné ma première. Pas parce que le passage d'un deuxième humain à travers mon bassin est venu changer quelque chose, mais plutôt de la façon que je me suis préparée, comment que j'ai mis des barrières, que je respectais moi-même, que j'ai fait respecter. Puis, je veux dire, on n'a pas un 100% de pouvoir parce que malgré, tu sais, moi, j'en ai eu quatre, j'ai quand même vécu de l'infantilisation puis tout ça mais ça me soignait dans le sens, je suis capable de mettre au monde mon enfant quand j'ai l'espace de le mettre au monde à ma façon. Fait que, tu sais, moi, mon troisième, je l'ai eu chez nous, puis mon quatrième, je l'ai prévu tout ça chez moi, tu sais. Fait que c'est pas ça que je veux dire, c'est pas de la solution, mais je veux dire à quel point ça me guérit ma deuxième naissance, c'était plus avoir confiance en mes compétences. Puis ça a été tout ce processus-là qu'on fait pas. Parce que quand on prépare la naissance d'un enfant, souvent, on va préparer la chambre du bébé, on va acheter toutes les grandeurs de couches, on va acheter le meilleur échappe de portage, on va acheter la poussette qui se compresse le mieux puis qui est le moins là. Tu sais, on va vraiment se préparer pour le bébé, mais on ne préparera pas, OK, mais dans quel contexte culturel je mets au monde mon enfant? Qu'est-ce que je veux amener avec moi? Qu'est-ce que je ne veux pas amener avec moi? Puis dans quelles circonstances je vais favoriser là, finalement que ça se passe bien? Parce que il y a beaucoup de traumas qui peuvent être évités. Fait que je pense que oui, une deuxième naissance peut soigner des choses. Puis ça peut être vraiment intéressant
de brasser un peu tout. Puis je pense que quand on est là, quand on a vécu un traumatisme aussi grand et qu'on essaie d'évaluer c'est quoi le contexte de mon traumatisme, OK? Bien, ça, tu sais, je veux dire, ça nous enlève une grande partie de responsabilité, puis à la place, on va se responsabiliser sur comment on va vivre la prochaine fois, même si c'est pas parfait. Fait que je sais pas, je veux juste voir parce que je vois qu'elle m'a répondu, parce que peut-être que je peux aller dans le sens qu'elle avait envie d'entendre, là. Je vais juste voir 2 secondes. Oui, ben c'est ça. Puis ça, dans les études, c'est l'accompagnement d'une doula qu'on a choisi à la naissance va vraiment diminuer grandement les risques d'intervention. Parce que, puis c'est reconnu, puis pas notre chum ou notre blonde, parce que les autres sont vraiment pas reconnus pour être ici, même si on les trouve bien, bon, c'est vraiment pas ça, mais une doula, une accompagnante à la naissance qu'on a choisie, qui nous connaît, va vraiment grandement réduire les risques de césarienne, d'épidurale, d'instrumentalisation. Fait que ça, tu sais, une douleur, c'est vraiment une bonne chose à faire et c'est reconnu scientifiquement, là, tu sais, c'est vraiment reconnu. Fait que ça, déjà ça, d'avoir ce monde-là autour de toi, ça va être complètement une nouvelle naissance. Puis moi, je ne l'avais pas faite, la psychothérapie, après ma première naissance qui a été très traumatisante. Et j'ai vraiment eu mon choc post-traumatique. Je l'avais eu sur le coup, mon choc post-traumatique, sans savoir que c'était ça. Et pendant mon deuxième enfantement, plus l'enfantement arrivait, plus j'étais paniquée. Puis à un moment donné, on a dû me provoquer parce que j'étais en détresse psychologique très grande, parce que je n'avais pas fait justement ce processus psychologique-là que j'ai eu à faire finalement en postnatal, deuxième bébé. Fait que, tu sais, dans le fond, tu me décris tout ce que tu avais à faire pour vivre une deuxième naissance qui va guérir. Mais elle ne va pas juste guérir, tu sais, je veux dire, elle ne va pas guérir ton corps. Euh, ben, peut-être que oui, tu sais, mais elle va te guérir à différents niveaux. Donc, Ouais. oui et non, tu sais, parce que je me dis peut-être que la pensée, c'était le bébé qui va passer va guérir mes blessures de forceps, mais est-ce que la confiance et les compétences finalement qui vont ressortir de ce deuxième enfantement-là va pas soigner finalement les plaies du premier? Fait que, tu sais, je ne suis pas psychologue pour dire ça, mais moi, c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu, là. C'est quelque chose que j'ai observé moi aussi en clinique, hein. C'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois aussi, puis que le deuxième accouchement souvent est comme mieux préparé, puis ça va aider là, à mieux vivre tout ça, puis à faire un peu un deuil ou faire le processus qui avait besoin d'être fait, mais c'est pas magique, tu sais, c'est pas comme tout d'un coup j'ai un deuxième accouchement, puis ça règle tous les problèmes. Il faut faire ce travail-là, tu sais, Mais elle l'a fait. Fait que, tu sais, oui, ben je c'est suis ça. même Tu sais, pas si stressée. le travail a été fait, ben oui, c'est ça le plus dur, c'est de, puis tu sais, de ce que tu viens de nommer, de le vivre, que tout remonte pendant le deuxième accouchement, je l'ai entendu souvent, ça, tu sais, puis c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de ne pas refouler, tu sais, le trauma, tu sais, puis de le vivre quand il arrive, si possible, tu sais, si on est capable, c'est sûr, parce que c'est pas facile, mais de ne pas attendre puis de se dire que ça va disparaître, tu sais, parce que il est là, le trauma, il reste là puis il reste gravé dans ton corps, tu sais. Puis il y a tout un enjeu de banalisation aussi. Tu sais, on demande aux Oui. femmes occidentales de mettre au monde puis d'aller faire le Costco le lendemain puis de continuer à faire le souper puis tout ça. Fait qu'il y a tout un enjeu aussi de perception puis de partager son trauma. Je trouve que c'est un cadeau à faire pour la société parce que, un, ça fait que les professionnels de la santé réalisent, OK, les femmes ne tolèrent plus telle façon de faire. On doit s'ajuster ou on résiste, on les fait chier le plus possible ou on s'ajuste puis on contribue au changement positif. Tu sais, il y a comme différentes façons de réagir au changement de la culture, là, mais il y a ça. Euh, mais ce que je voulais dire aussi, tu sais, c'est que tu seras peut-être pas prête, mettons, la chambre ne sera pas faite du bébé. Tu sais, moi, à ma deuxième, la chambre était faite la veille de la naissance, là, puis à mon troisième, il n'y a jamais eu de chambre. Tu sais, dans le fond, tu ne seras pas prête physiquement, tu sais, comme ton environnement, tu sais, c'est tellement pas ça qui est important, mais effectivement, de la préparation, je pense que quand on a vécu un trauma, va être vraiment là, très culturel, très consentement éclairé. Quel pouvoir je peux reprendre sur les événements qu'on n'a aucun pouvoir dessus, mais c'est quoi le pouvoir qu'on m'a enlevé que j'avais finalement pour le vivre de façon physiologique? Fait que ça, de la façon que tu me le parles, tu m'en parles, personne anonyme qui nous partage son histoire, je m'en allais dire son nom, je me suis retenue. J'ai vraiment l'impression que tu as fait le cheminement qu'il faut pour que ta deuxième naissance soit une guérison. Fait que beau On avait-tu une partage. autre question?
Je sais pas. Attends, laisse-moi voir. Ah oui, on a une autre ici. Attends, 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 attends. Je ne sais pas, personne qui m'a transmis directement. Tu sais, je pourrais partager sans dire le nom. Je ne sais pas si tu préfères que j'arrête l'enregistrement par contre. Donc, je vais te laisser me le dire. Donc, ça commençait par Allô, j'ai moins de 30 ans. Donc, est-ce que tu veux que je peux continuer l'enregistrement? Parfait. Fait que je vais juste pas dire le nom de la personne qui nous partage. Donc, allô, j'ai moins de 30 ans. Mon Dieu, je vais arrêter de peser sa souris. Parfait. J'ai eu un avortement. J'ai fait une mononucléose. Donc, excuse-moi, j'ai perdu ton texte. Je vais juste revenir. J'ai voulu aller plus vite. OK. Donc, moins de 30 ans. J'ai eu un avortement. J'ai fait une mononucléose, donc enflement des organes qui ont fait pression sur ma vessie. Et ce, dans un très court laps de temps. Bon, je l'ai eu ça. OK. J'ai juste vraiment de la misère à faire suivre mon texte. Depuis, j'ai des pertes urinaires au quotidien et encore plus si je ris. J'ai l'impression d'aller souvent faire pipi, mais de petites quantités, alors que ce n'était pas le cas avant. Je dois aussi me lever 1 à 2 fois par nuit pour aller à la toilette. Par où commencer? C'est quoi les pistes de solution? Est-ce que tu veux y aller, Catherine, ou Ouais, ben écoute, moi, la première chose que ça me fait penser, ça, c'est tissu cicatriciel. Il y a du tissu cicatriciel probablement à plusieurs places autour de la vessie, là, tu sais, puis si les organes ont tout enflé, tu sais, un avortement, il y a du tissu cicatriciel qui se crée aussi au niveau de l'utérus, puis tout ça est tout proche, puis tout attaché les uns ces autres. Puis c'est quelque chose qu'on voit souvent, tu sais, une vessie qui est comme qui est hyperactive, là, qui nous envoie des envies pressantes, puis qui sont pas des grosses envies. C'est pas rare de voir que les tissus de la vessie sont irrités par toutes sortes de raisons. Entre autres, ça peut être des adhérences du tissu cicatriciel qui fait qu'elle a de la difficulté à s'étirer, notre vessie. Fait que là, quand elle a de la difficulté à s'étirer, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle veut se vider, fait qu'elle nous envoie des envies. Fait que, tu sais, moi, j'aurais vraiment envie, là, ma première chose que j'irais travailler, c'est d'aller travailler là-dessus, sur tu sais, du massage abdominal, des étirements, tu sais, tout au niveau, là, toutes les fascias entre le ventre, aller travailler avec la respiration, aller travailler relâchement du plancher pelvien. Puis j'irais aborder probablement aussi la mobilité neurale parce que des fois, les nerfs qui vont énerver là, la vessie peuvent être irrités aussi là, par tout ça. Fait que c'est vraiment ça que j'aurais envie d'aller travailler, là. Ah, j'aurais dit la même chose. Je serais partie dans les adhérences. Les tensions aussi, parce que, tu sais, quand même, c'est quelque chose de gros, hein, même si c'est parfois positif, parfois désagréable, là, comme moment, un avortement, ça reste quand même que tu peux avoir une réaction de protection hein, qui amène beaucoup de tension. Puis ça peut amener, hein, les tensions, c'est quoi? C'est des muscles contractés. Puis là, après ça, tu leur demandes, par exemple, de soutenir ta continence en riant, mais là, ils sont déjà à bout de souffle parce qu'ils sont toujours en contraction. Fait que, tu sais, de venir le relâcher, peut-être qu'après ça, on voit qu'il y a une faiblesse qui s'est installée, que là, on doit venir améliorer. Là. Fait que, tu sais, c'est très mécanique ce que cette personne-là nous décrit finalement comme besoin. Fait que ce serait vraiment là, d'aller faire justement une petite évaluation puis un traitement de Mm. relâchement. Ouais, j'irai avec ça, moi aussi, là, en conseil. Fait qu'elle dit merci. Je ne sais pas si j'en avais reçu d'autres. Je pense que j'ai tout. Hey, mais Catherine, merci de ton temps. Hey, deux Ça fait heures. plaisir. Elle me disait en 40 minutes, j'ai fini ma présentation. Tu comprends pas avec moi, ça déborde tout le temps du double du temps. Fait que voilà, je suis super contente que tu aies pris le temps d'être avec nous. Tu sais, on est très, très chanceux, très privilégiés d'avoir eu la formation que tu nous as donnée. J'espère qu'il y a plein de filles qui vont se dire, oh wow, j'ai envie d'aller avec Catherine faire ma physio, ça va être vraiment cool. Puis je vous remercie, gang, d'avoir été si nombreuses là, à vous connecter avec nous aujourd'hui. Fait que c'est notre dernier call. S'il y en a qui ont envie de nous partager quelque chose pour avoir le conseil de deux physios, sinon, ben, c'est le moment de se dire bye bye à la prochaine. Ouais. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis merci Mélanie, là, encore une fois pour ton invitation. C'était vraiment le fun. Je suis contente d'être venue aujourd'hui et d'avoir pu connecter un peu avec vous, répondre à des questions. Puis comme Mélanie l'a dit, hein, n'hésitez pas là, à m'écrire sur Instagram, sur Facebook, même par courriel. Ça va me faire plaisir. Là, puis que vous ayez des questions, peu importe là, sur la douleur ou sur mes programmes, là, ça va me faire plaisir. Fait que tout le monde a de l'air bien content. C'est le fun, hein?
Ouais. Parce que sur TikTok, souvent, j'ai fâche tout avec mes propos féministes, mais tu vois, ici sur Zoom, on les rend contents. Fait que voilà les filles, c'est là-dessus qu'on se dit bonne journée, puis on se recroise très bientôt parce qu'on est tout le temps là, moi puis Catherine, ces réseaux. Fait que vous allez Ouais. nous voir la face dans pas long. Fait que bye les filles, bonne Bye journée. bye! Tu restes Catherine?